Arrête d'essayer d'impressionner en parlant trop. Le respect ne se mendie pas avec des mots, ni ne s'achète avec des gestes exagérés. Il s'impose par la présence. L'arrogance silencieuse est ce pouvoir qui ne crie pas, mais qui se ressent, qui ne cherche pas l'approbation et pourtant attire l'attention. C'est le type de force qui dérange les faibles parce qu'ils ne peuvent pas la manipuler et qui inspire ceux qui apprécient le calme et la clarté. Dans un monde plein de voix qui se battent pour être entendues, celui qui maîtrise le silence devient impossible à ignorer. Il n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit. Il n'explique pas chaque décision, ni ne justifie chaque mouvement. Son charisme naît de la stabilité émotionnelle et de la certitude de ne pas dépendre des autres pour se valider. C'est la différence entre prétendre être fort et l'être vraiment. Celui qui prétend parle, se vante et réagit à tout. Celui qui l'est reste silencieux, observe et agit avec précision. L'arrogance silencieuse n'est pas de l'arrogance vide, c'est de l'autocontrôle, de l'indépendance et la certitude de ne pas avoir à prouver sa valeur. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Le véritable pouvoir ne se perd pas dans des discussions inutiles, ni ne s'effondre face aux provocations. Il reste ferme au milieu de la tempête. Cette fermeté est celle qui génère le respect, attire l'admiration et suscite la curiosité sans prononcer un seul mot. Cette vidéo vous montrera comment arrêter de chercher la validation, comment transformer le calme en votre plus grande arme et comment utiliser le silence pour projeter une présence qui parle d'elle-même. Parce que le véritable charisme ne fait pas de bruit, il se ressent, se remarque et se respecte. 1. Parle avec ta présence, pas avec des mots. Arrête de gaspiller ta salive à expliquer au monde qui tu es. Si tu dois convaincre les autres de ta valeur avec des discours interminables, tu es déjà en train de perdre. Les gens écoutent, mais oublient ce que tu dis. En revanche, ils n'oublient jamais ce que tu transmets lorsque tu entres dans une pièce. Ta présence est ta carte de visite la plus puissante, et elle n'a pas besoin de bruit ni de fioritures. Le problème est que l'on nous a appris à croire que le respect se gagne avec des phrases intelligentes, des réponses rapides, un ton plus fort que celui des autres. Mais le véritable respect naît de quelque chose de beaucoup plus simple et difficile à la fois, ta façon d'être. Un individu qui se sent sûr de qui il est n'a pas besoin de se parer de mots. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de marcher et même dans le rythme de sa respiration. Pense à ces personnes qui, lorsqu'elles apparaissent, n'ont pas besoin de se présenter. Tout le monde tourne la tête parce qu'elles sentent que quelque chose en elles se démarque. Ce n'était pas leur voix qui attirait l'attention, mais l'air de fermeté qu'elles dégageaient. C'est ce qu'on appelle parler avec présence. C'est une qualité qui ne dépend ni de la génétique ni de la chance, mais des habitudes mentales et physiques. Pour développer cette présence, tu dois commencer par contrôler ton langage corporel. Redresse ton dos, détends tes épaules, lève le menton sans paraître arrogant, regarde dans les yeux quand quelqu'un te parle. Tu n'as pas à feindre quoi que ce soit, mais tu dois montrer par ta posture que tu ne vis pas recroquevillé ni en demandant la permission d'exister. Un corps fermé et rétracté dit au monde que tu ne te fais pas confiance. Un corps qui se tient fermement, sans rigidité, parle de quelqu'un qui sait qui il est. Le calme fait également partie de cette présence. Si tu t'agites à chaque mot que tu entends, ou si tu te montres anxieux tout le temps, tu perds en magnétisme. Maintenir une respiration posée, des mouvements mesurés et des expressions contrôlées projettent une puissance intérieure. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Celui qui ne perd pas le contrôle de son corps ni de sa voix démontre sa force. Une autre clé est ton énergie mentale. Avant d'entrer n'importe où, rappelle-toi que tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour être là. Cette idée, répétée chaque jour, te donne un type de sécurité qui se reflète dans ta façon de regarder et de bouger. Quand tu ne cherches pas l'acceptation, ton corps cesse de la demander et commence à la transmettre. Pratique le silence stratégique. Souvent, nous avons l'impression que nous devons remplir chaque pause avec des mots par peur du vide. Apprends à rester silencieux sans te sentir mal à l'aise. Ce silence crée un espace que les autres remarquent et respectent.
Un commentaire bref, fait au moment exact et avec une voix ferme, vaut plus que 10 phrases lancées avec nervosité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu contrôles est en toi, ton attitude, tes gestes, ta sérénité. Cultiver cette harmonie interne fait que tu ne dépendes pas des ornements externes. Ta présence commence à transmettre la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Cette cohérence, bien que personne ne puisse l'expliquer avec des mots, est perçue immédiatement et te fait ressortir. Parler avec présence n'est pas une question d'ego, mais de maîtrise de soi. Chaque pas que tu fais, chaque geste que tu choisis, chaque silence que tu gardes, devient un message que le monde lit sans que tu ouvres la bouche. Le respect authentique ne se mendie pas, il ne se crie pas, il s'impose par la façon dont tu te tiens face à la vie. Lorsque tu maîtrises cette énergie silencieuse, tu découvriras que tu n'as plus besoin de tant de mots pour être entendu. 2. Garde le silence pour avoir plus de pouvoir. Le silence est une arme que très peu de personnes savent manier. Dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire n'est pas faible, il est dangereux. Le silence déconcerte, désarme et surtout donne du pouvoir. C'est l'outil de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit pour laisser leur marque. Pense à ceci, le bruit provient presque toujours de l'insécurité. Les personnes qui craignent d'être ignorées remplissent chaque espace avec des phrases inutiles. Elles veulent être entendues, même si elles n'ont rien de précieux à dire. En revanche, celui qui garde le silence semble posséder quelque chose que les autres n'ont pas, le contrôle. Parce que se taire quand les autres s'attendent à ce que tu parles montre que tu ne te soumets pas à leurs attentes. Le silence te donne l'avantage de l'observation. Pendant que les autres s'épuisent à parler, tu écoutes, analyses, apprends, tu vois des gestes, remarques des incohérences, détectes des émotions que les mots essaient de cacher. Cette information invisible devient une force, car elle te permet d'agir avec clarté lorsque tu décides d'intervenir. Il ne s'agit pas d'être muet ou distant, mais d'utiliser les mots seulement lorsqu'ils apportent quelque chose. Chaque phrase prononcée avec intention pèse plus qu'une rivière de commentaires vides. En choisissant de te taire, tu entraînes ta patience et renforces ton caractère, car tu ne te laisses pas emporter par l'impulsion de répondre à tout. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se précipite pas pour donner son avis. Marc Aurèle a écrit que beaucoup de ce que nous disons n'est pas nécessaire. Le supprimer économise du temps et évite des paroles et des actes superflus. Lorsque tu apprends à garder le silence, tu cesses d'être réactif et commences à agir à partir de la réflexion. Cela ne te rend pas seulement plus respecté, mais aussi plus imprévisible, et l'imprévisibilité intimide ceux qui cherchent à te manipuler. Le silence protège également ton énergie émotionnelle. Tu n'as pas à expliquer chaque décision, ni à te justifier devant ceux qui ne sont pas disposés à te comprendre. Les personnes qui cherchent à te provoquer se désespèrent lorsque tu ne leur réponds pas. Elles se nourrissent de tes réactions, et en les privant de celles-ci, elles perdent leur pouvoir sur toi. Se taire, en ce sens, est une déclaration silencieuse de souveraineté. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il transforme la perception que les autres ont de toi. Une personne réservée suscite la curiosité. Les gens ont tendance à supposer que celui qui ne parle pas beaucoup doit avoir plus que ce qu'il montre. Ce mystère augmente ta valeur perçue, non pas parce que tu prétends quelque chose, mais parce que tu ne donnes pas tout immédiatement. Pour appliquer le pouvoir du silence dans la vie quotidienne, commence par contrôler les pauses. Ne réponds pas instantanément chaque fois que quelqu'un te parle. Laisse passer quelques secondes avant de répondre et fais-le calmement. Dans les discussions, écoute plus que tu ne parles. Et souvent, l'argument le plus percutant est celui qui n'est pas prononcé. Pratique également le silence intérieur. Ne remplis pas ton esprit de conversations inutiles. En t'entraînant à penser clairement et à éviter des mots qui ne construisent rien, ta communication externe devient plus précise et plus percutante. Le véritable charisme n'a pas besoin de crier. Celui qui apprend à se taire maîtrise son ego, protège sa paix et gagne en influence sans élever la voix. Lorsque le silence devient ton allié,
Ta seule présence commence à dire ce que tu essayais auparavant d'expliquer avec 1000 phrases, que tu n'as pas besoin de bruit pour avoir du pouvoir. 3. Laisse tes actions parler pour toi. Rien ne révèle plus une personne que ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. Les mots peuvent impressionner un instant, mais ce sont les actions qui construisent ou détruisent le véritable respect. L'arrogance silencieuse ne cherche pas à convaincre par des discours, mais à démontrer par des faits. C'est pourquoi celui qui se concentre sur l'action cesse d'être un écho de plus dans le bruit du monde et devient une voix qui transcende sans parler. Dans une société obsédée par les apparences, montrer ses réalisations est devenu presque aussi important que de les atteindre. Beaucoup pensent que s'ils ne le publient pas, cela ne compte pas. Mais la vraie valeur n'a pas besoin de témoins. Un geste cohérent, une décision ferme prise en silence, un travail bien fait sans demander d'applaudissements, en disent plus sur ton caractère que toute promesse prononcée avec éloquence. Le problème de dépendre des mots est que le monde est plein de promesses vides et de discours embellis. Tout le monde peut dire qu'il changera, qu'il fera, qu'il essaiera, mais peu se lèvent chaque jour et agissent en conséquence. C'est là que le respect se gagne, dans la constance silencieuse, pas dans l'intensité de ce qui est dit. Lorsque tu laisses tes actions parler pour toi, tu accomplis 2 choses puissantes. D'abord, tu libères ton énergie du besoin de convaincre les autres. Tu la concentres sur ce qui compte vraiment, agir. Le stoïcisme valorisait ce principe plus que tout talent pour le discours. Épictète disait « Ne te vante pas de philosopher, agis selon la philosophie ». C'est un rappel que la grandeur se mesure par la façon dont tu vis, pas par la façon dont tu parles de vivre. Pour appliquer ce principe à la vie quotidienne, commence par réduire les promesses. Ne dis pas que tu vas changer, commence simplement à changer. N'annonce pas que tu as des objectifs, travaille dessus en silence jusqu'à ce que les résultats parlent. Si tu décides d'améliorer ta discipline, fais-le sans le dire. Si tu vas établir des limites, fais-le avec des actions, pas avec des explications interminables. De plus, veille à ce que tes actes soient cohérents avec ce que tu dis. L'incohérence tue le respect plus rapidement que l'échec. Si tu affirmes que tu valorises ton temps, ne le gaspille pas dans des situations qui contredisent cette affirmation. Si tu parles de force, mais que tu réagis avec impulsivité, ta présence perd de son poids. La cohérence, silencieuse mais visible, est ce qui génère une véritable admiration. Un autre aspect important est que les actions silencieuses ont tendance à désarmer ceux qui cherchent la confrontation. Une personne qui essaie de te provoquer se sent frustrée lorsqu'elle n'obtient pas de réponse verbale et, à la place, reçoit des limites claires posées par des faits. Se retirer d'une conversation toxique, ne pas céder à la pression, rester calme sans prononcer un mot. Le respect le plus profond naît lorsque les gens observent ce que tu fais, pas lorsqu'ils écoutent ce que tu dis. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vision de la vie si ton comportement la reflète. Le véritable leadership émerge lorsque les autres veulent imiter ce que tu fais, pas lorsque tu essaies de les persuader avec des discours. Laisser tes actions parler pour toi. C'est en essence libérer ton temps et ta voix de ce qui est superficiel pour le consacrer à ce qui construit. C'est marcher sans hâte, mais avec fermeté, sachant que chaque pas silencieux laisse des traces plus profondes que 1000 mots au vent. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de déclarer ta force. Elle est déjà visible. 4. Protège ta vie privée et ton mystère. Dans un monde devenu accro à tout montrer, garder quelque chose en réserve semble presque subversif. Les gens exhibent leur intimité comme s'il s'agissait d'un trophée, pensant que plus ils partagent, plus ils deviennent précieux. La réalité est le contraire. Ce que tout le monde connaît perd de son charme. Le mystère n'est pas un tour bon marché, c'est une forme de pouvoir. Il y a une règle silencieuse que les individus ayant une véritable présence connaissent. Ne donne pas accès à ta vie personnelle à n'importe qui. Chaque détail que tu révèles sur toi est un morceau de territoire que tu cèdes. Quand tout est exposé, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'être intéressant. Celui qui conserve une certaine réserve suscite le respect.
car il montre qu'il s'appartient à lui-même et n'a pas besoin de la validation des autres. Protéger ta vie privée ne signifie pas devenir hermétique ou méfiant envers tout le monde, mais apprendre à discerner quelle partie de toi mérite d'être partagée et avec qui. Tous les accomplissements n'ont pas besoin d'être publiés. Toutes les émotions ne doivent pas être racontées. Tous les plans ne doivent pas être annoncés. Parfois, le plus sage est de permettre aux autres de ne voir que le résultat, pas le processus ni les doutes qui l'ont accompagné. Le mystère est puissant parce qu'il oblige les autres à imaginer. Et ce qu'ils imaginent est souvent plus grand que tout ce que tu pourrais dire. Les gens remplissent les silences avec leurs propres interprétations. Cela maintient l'intérêt vivant et te donne le contrôle sur ton récit. Quand tu révèles tout, tu cesses d'être une énigme et tu deviens une histoire ennuyeuse que n'importe qui peut lire du début à la fin. Le stoïcisme enseigne à cultiver la force intérieure sans attendre d'applaudissements. Sénèque avertissait que montrer trop ses émotions et ses pensées te rend vulnérable au jugement des autres. Garder certains aspects en silence protège non seulement ta dignité, mais aussi ta tranquillité d'esprit. Un exercice pratique pour protéger ta vie privée est de cesser d'annoncer chaque pas que tu fais. Si tu travailles sur un objectif, garde-le pour toi jusqu'à ce qu'il soit tangible. Si tu traverses une période difficile, partage-la seulement avec des personnes de confiance absolue. Ne donne pas à tout le monde la clé de ton monde intérieur. Un autre point essentiel est de faire attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux. L'exposition constante non seulement affaiblit ton aura de mystère, mais donne aussi aux autres les outils pour donner leur avis, te juger ou même te manipuler. Publier moins ne te rend pas moins intéressant. Au contraire, cela te rend plus intrigant. Ne confonds pas non plus le mystère avec l'isolement. Être réservé ne signifie pas vivre sur la défensive ni se cacher du monde. Tu peux être chaleureux, sociable et attentionné, mais avec des limites claires sur ce que tu partages. Protéger ta vie privée, c'est aussi protéger ton énergie émotionnelle. Tu n'auras pas à passer du temps à expliquer des décisions, à justifier des changements ou à défendre tes choix face aux curieux. Ce silence sélectif te donne de la liberté. Et la liberté se ressent et se voit. Le respect pour quelqu'un de réservé naît de l'intuition qu'il garde un monde propre qu'il n'a pas besoin d'exhiber. Cela crée une fascination naturelle. Les gens admirent ceux qui ne dépendent pas de l'approbation des autres. Lorsque tu construis une vie riche à l'intérieur et apprends à ne pas l'exposer au jugement de tous, tu découvres que ton mystère devient une forteresse. Moins de bruit, moins de jugement, plus de pouvoir. 5. Ignore les provocations et garde le contrôle. Rien ne montre aussi clairement de quoi tu es fait que ta réaction face à une provocation. Celui qui explose au premier commentaire révèle que sa paix appartient à quelqu'un d'autre. Celui qui reste serein démontre que sa boussole est à l'intérieur et non dans la bouche de l'autre. L'arrogance silencieuse n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi en action. Une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. À cette époque de réponses instantanées, la réaction est la monnaie bon marché. Beaucoup confondent l'impulsion avec le caractère et pensent que répondre rapidement est synonyme de force. C'est le contraire. La précipitation expose tes points faibles, tandis que la pause te rend le volant. Lorsque tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu rends évident que personne ne te dirige de l'extérieur. Le provocateur cherche deux choses, ton énergie et ton attention. Si tu les lui donnes, tu deviens un acteur de son scénario. Sinon, tu le forces à affronter son propre vide. Le silence stratégique n'est pas de la lâcheté, c'est du leadership émotionnel. Il permet d'observer mieux, de détecter l'intention réelle et de décider si cela vaut la peine de dépenser un seul mot. Les stoïciens l'ont compris avec précision. Ce qui te dérange n'est pas le fait, mais le jugement que tu en fais. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tes pensées, ta respiration, ton ton et ta posture sont dans ton champ. L'ego des autres, non. En te souvenant de cela, la provocation perd son venin et devient un bruit de fond. Application directe. Premièrement, pause consciente.
Respire profondément et compte mentalement 3 fois avant de répondre. Cette micro-distance désactive l'impulsion et allume la lucidité. Deuxièmement, décide si une réponse est nécessaire. Si le commentaire cherche à humilier, coupe la scène avec un « je n'entrerai pas dans ce jeu » et continue ton chemin. Troisièmement, si tu dois répondre, fais-le brièvement, clairement et sans émotion supplémentaire. La sérénité désarme plus que tout argument brillant. Ton corps doit raconter la même histoire. Dos droit, épaules détendues, mâchoire relâchée, regard franc. N'envahis pas, ne recule pas. Garde les mains visibles et calmes, le volume bas et stable. Cette économie de gestes communique l'autorité sans agression. Les gens lisent le corps avant les idées, et un corps calme annonce qu'il n'y aura pas de reddition. Évite de te justifier par habitude. Expliquer trop, c'est ouvrir la porte à des négociations interminables. Si ta limite est claire, répète-la sans fioriture ni excuse. La fermeté bienveillante coupe le circuit du drame et protège ton énergie pour l'essentiel. Protège aussi ta conversation intérieure. Ne répète pas mentalement les offenses pendant des heures. Change de chaîne avec un rituel bref. Respire, redresse ta posture, regarde autour de toi et nomme 3 choses réelles dans le présent. Tu reviens du labyrinthe de l'ego à la clarté du concret. Ignorer les provocations n'est pas permettre les abus. C'est choisir le terrain sur lequel tu veux te battre et le prix que tu es prêt à payer. Parfois, le meilleur coup est de te retirer. D'autres fois, une phrase courte et une fermeture élégante. L'important est que la décision vienne de ton centre et non d'une impulsion programmée par la blessure. Entraîne-toi avec des micro-défis. Réponds à un message difficile quand tu es calme, laisse sans réponse le commentaire mordant, sors te promener avant de discuter, écris ta réponse et efface-la. Chaque fois que tu choisis la tempérance, tu renforces un muscle qui soutient toute ta présence. Quand tu maîtrises cet art, tu n'es plus réactif, tu es une référence. 6. Pose des limites fermes sans te justifier. Le respect commence lorsque tu apprends à dire « jusqu'ici » sans te sentir obligé de justifier chaque mot. Beaucoup de personnes perdent leur pouvoir parce qu'elles pensent qu'elles doivent expliquer chaque décision pour ne pas paraître dures ou égoïstes. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que les limites ne nécessitent pas de permission. Elles s'imposent. Elles ne se négocient pas avec des excuses. Lorsque tu expliques trop, tu laisses de la place pour que les autres remettent en question, manipulent ou essaient de te convaincre de changer ta position. Chaque justification que tu ajoutes affaiblit la clarté de ton non. Poser des limites fermes est un acte d'autocontrôle et en même temps d'auto-évaluation. C'est reconnaître que ta paix, ton temps et ton énergie méritent d'être protégés, sans avoir à défendre cette vérité devant quiconque. Le problème est que nous avons été formés pour plaire. Nous avons grandi en croyant que refuser une invitation, dire non à une faveur ou interrompre une conversation épuisante était impoli. C'est pourquoi tant de gens vivent surchargés, épuisés et amers. Ils sacrifient leurs propres limites pour rendre les autres confortables. L'arrogance silencieuse rompt ce schéma. Elle ne s'excuse pas de prioriser ce qui est important. Être ferme ne signifie pas être agressif. Cela signifie être clair, direct, et rester calme, tout en marquant l'espace qui ne doit pas être franchi. Par exemple, un simple « je ne peux pas » dit d'une voix calme a plus de poids qu'un long discours justifiant tes motifs. Le silence qui suit la limite est bien souvent le message le plus puissant. Le stoïcisme enseigne à agir selon ses propres principes et non en fonction de l'approbation externe. Marc Aurèle a écrit que le respect de soi doit guider nos choix. Car personne ne peut bien vivre s'il renonce à ses valeurs pour plaire. Chaque fois que tu établis une limite, tu affirmes ton autonomie et renforces cette dignité intérieure. Pour le pratiquer dans la vie quotidienne, commence par reconnaître les domaines où tu cèdes le plus. Il se peut que tu répondes aux messages à toute heure, que tu acceptes des tâches qui ne te reviennent pas ou que tu écoutes des critiques que tu n'as pas demandées. Fais une liste mentale de ce que tu ne vas plus tolérer et commence à le rejeter avec des phrases courtes, sans fioriture ni excuses. La clé est de maintenir une communication calme mais inébranlable. Si quelqu'un insiste, répète la limite sans te perturber. Plus tu restes serein, plus il sera difficile pour les autres d'essayer de te faire pression.
Souviens-toi, les limites ne se discutent pas, elles se maintiennent. Ton langage corporel doit également accompagner cette fermeté. Une posture droite, un contact visuel direct et un ton de voix stable renforcent le message sans avoir besoin de hausser la voix. Le corps communique que tu n'es pas ouvert à des négociations inutiles. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne tes raisons. Souvent, expliquer ne fait qu'alimenter les conflits ou invite à des débats qui n'ont pas de sens. Si tu décides de t'éloigner d'un environnement nuisible ou de dire non à une demande injuste, ta décision est suffisante. Les personnes qui te respectent vraiment n'ont pas besoin d'une liste de raisons pour l'accepter. Lorsque tu apprends à poser des limites fermes, tu récupères ton énergie et ton temps. Tu découvres que tu n'as pas à vivre à la merci des attentes des autres, ni à gaspiller des mots pour justifier chaque pas. Cela te donne un sentiment de liberté silencieuse, un type de présence que les autres remarquent, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner, quelqu'un qui sait protéger ce qui lui appartient. C'est là le véritable pouvoir d'une limite. Elle ne protège pas seulement ton espace, elle élève également ta valeur aux yeux des autres. 7. Sois gentil, mais jamais complaisant. La véritable force ne réside pas dans le durcissement du cœur, ni dans le traitement froid des autres, mais dans la capacité à équilibrer la gentillesse avec la fermeté. Être gentil est un signe de sécurité intérieure. Être complaisant, en revanche, est un signe de faiblesse déguisée en bonté. L'arrogance silencieuse n'a pas besoin de piétiner quiconque pour s'imposer, mais elle ne se courbe pas non plus pour plaire à tous. Dans un monde qui confond sympathie avec soumission, beaucoup pensent qu'ils doivent sourire à tout, céder à tous et éviter le conflit à tout prix. Cette attitude ne génère que de l'épuisement émotionnel et fait perdre le respect des autres. La véritable gentillesse naît du choix, non de l'obligation. C'est l'acte de traiter avec dignité ceux qui le méritent, sans sacrifier sa propre dignité dans le processus. La différence est subtile mais puissante. Le complaisant cherche l'approbation, craint le rejet et agit pour ne pas déranger. Le gentil offre du respect, mais ne permet pas les abus. Celui qui est complaisant dit oui pour ne pas paraître difficile. Celui qui est gentil sait dire non sans cesser d'être courtois. L'arrogance silencieuse réside dans cette capacité à maintenir une présence calme et cordiale, tout en restant ferme dans ses propres limites. Le stoïcisme enseignait que la vertu du caractère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais d'agir conformément aux principes. Sénèque avertissait que bien traiter les autres ne signifie pas leur accorder tout ce qu'ils demandent. Pour appliquer cet équilibre dans la vie quotidienne, commencez par examiner vos motivations. Demandez-vous, suis-je gentil parce que je le veux ou parce que je crains le conflit? Si vous découvrez que vous souriez souvent juste pour éviter les problèmes, il est temps de renforcer votre caractère. La courtoisie perd sa valeur lorsqu'elle devient un masque de peur. Commencez par utiliser un langage clair et direct. Vous pouvez refuser une proposition avec respect, vous pouvez corriger quelqu'un sans l'humilier et vous pouvez vous défendre sans crier. La gentillesse n'est pas incompatible avec la fermeté. En fait, les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parviennent à maintenir un ton cordial, même lorsqu'elles fixent des limites. Le langage corporel joue un rôle crucial. Gardez une posture ouverte mais sûre, une expression détendue mais attentive. Vous n'avez pas besoin de durcir votre visage ou de froncer les sourcils pour que votre position soit prise au sérieux. La sérénité communique plus de force que l'hostilité. Une autre pratique essentielle est de ne pas donner d'explications inutiles. Si vous décidez de ne pas participer à quelque chose ou de mettre de la distance avec quelqu'un, vous n'avez pas à vous justifier avec de longues histoires. Un simple « je ne peux pas » ou « je préfère ne pas le faire » suffit. La gentillesse réside dans le respect avec lequel vous le dites, pas dans le nombre de raisons que vous donnez. Rappelez-vous que la véritable gentillesse n'est pas la soumission. C'est de traiter avec respect, même lorsque vous dites non. Cela génère un type d'autorité tranquille. Les gens apprennent qu'ils peuvent faire confiance à votre parole, que votre cordialité n'est pas une faiblesse et que vous n'essayez pas de gagner de l'affection avec des flatteries vides. Lorsque vous réussissez à être gentil sans être complaisant, vous vous libérez du besoin d'approbation.
Vous projetez de la sécurité parce que votre traitement est un choix, pas une obligation. Cette sérénité éduque les autres sur la façon de vous traiter et inspire en même temps le respect, car elle montre clairement que la bonté, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, est beaucoup plus puissante que toute dureté forcée. 8. Renforce ton indépendance émotionnelle. La plupart des gens pensent que la force se mesure à ce que l'on peut porter sur ses épaules. Mais le véritable poids qui fait s'effondrer les gens n'est pas physique. Ce sont les émotions incontrôlées. Celui qui dépend des autres pour se sentir précieux, aimé ou en paix devient fragile face à tout changement externe. L'arrogance silencieuse naît lorsque tu cesses de vivre à la merci de ce que les autres disent, font ou cessent de faire, et que tu commences à te soutenir avec ton propre équilibre intérieur. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou incapable de ressentir de l'affection. Cela signifie que ta stabilité ne vacille pas chaque fois que quelqu'un te désapprouve, t'ignore ou te déçoit. Lorsque ta paix ne dépend pas des applaudissements et ne se brise pas avec les critiques, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. Cela, plus que tout discours, inspire le respect. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils se donnent aux autres, comme s'ils étaient la source de leur bonheur. S'ils reçoivent de l'attention, ils se sentent précieux. Sinon, ils se sentent vides. Ce va-et-vient constant est une chaîne invisible qui te rend vulnérable. Renforcer l'indépendance émotionnelle, c'est apprendre à remplir ton propre verre avant d'offrir quelque chose à d'autres. Le stoïcisme enseignait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas attacher notre tranquillité à ce que nous ne contrôlons pas. Les opinions des autres, l'affection des autres et même leurs promesses changent avec le temps. La seule constante est la relation que tu construis avec toi-même. Pour développer cette force, commence par reconnaître quelles émotions dépendent trop de l'extérieur. Demande-toi, te sens-tu moins bien lorsque tu ne reçois pas de reconnaissance? Perds-tu le contrôle lorsque quelqu'un de proche te contredit ou s'éloigne? Identifier ces points faibles est la première étape pour les renforcer. Ensuite, pratique l'auto-soin sans te sentir coupable. Prendre du temps pour être seul, réfléchir, prendre soin de ton corps et de ton esprit n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation. Celui qui se néglige finit par exiger des autres qu'ils comblent ses vides, et cela génère toujours des conflits. Un autre outil puissant est de s'entraîner à l'auto-validation. N'attends pas que les autres confirment ta valeur pour te sentir en sécurité. Célèbre tes réussites, même si elles sont petites, et reconnais tes efforts en silence. Cette habitude construit un fondement interne qui ne s'effondre pas avec l'indifférence des autres. Il est également essentiel d'apprendre à réguler les émotions intenses. La colère, l'euphorie, la peur ou la tristesse sont naturelles, mais elles ne devraient pas dicter tes décisions. Chaque fois que tu fais face à une situation qui te perturbe, respire avant d'agir et demande-toi si cette émotion sert ton but ou le sabote. Ce simple geste entraîne ton esprit à ne pas être esclave des impulsions. Le langage corporel doit refléter cette indépendance. Marche calmement, maintient le contact visuel, ne montre pas de désespoir pour plaire. Les gens perçoivent immédiatement quand quelqu'un se soutient par lui-même et quand il cherche une approbation constante. Renforcer ton indépendance émotionnelle n'est pas t'isoler. C'est pouvoir te partager avec les autres sans craindre de te perdre toi-même. C'est pouvoir aimer sans t'accrocher, écouter des critiques sans te briser et être seul sans te sentir seul. Cette sérénité intérieure projette une sécurité magnétique parce qu'elle révèle que ta paix n'est pas à vendre et ne dépend pas des caprices de personne. Lorsque tu maîtrises ce principe, tu découvres que l'arrogance silencieuse n'a pas besoin de s'imposer. Elle se remarque simplement. Chaque conversation que tu as peut t'élever ou te couler. Je n'exagère pas. Il y a des mots qui construisent des ponts et d'autres qui élèvent des murs. Le problème est que la plupart commencent par des phrases usées, creuses, qui ne laissent pas de traces. Combien de fois as-tu dit ou entendu ce « bonjour, comment ça va » qui ne signifie rien? C'est une salutation automatique, un bruit de fond, une étincelle éteinte avant de s'allumer. C'est ainsi que commencent la plupart des interactions, sans force, sans direction, sans impact.
Cette vidéo va droit à l'essentiel, transformer la façon dont tu parles pour créer des connexions plus profondes, authentiques et mémorables. Nous allons laisser derrière nous la routine et ouvrir la voie à ce qui génère réellement de l'impact. Parce que tu n'as pas besoin de longs discours ou de phrases alambiquées. Tu as juste besoin d'apprendre à utiliser les mots justes avec pleine conscience. Comprendre, sens, vrai et écouter. 4 piliers qui combinent la sagesse stoïcienne avec la psychologie moderne et les neurosciences, 4 outils simples qui suscitent la confiance, abaissent les défenses et génèrent une attraction naturelle. Il ne s'agit pas de techniques vides, il s'agit de comprendre que ta voix peut être le feu qui allume la connexion ou le silence qui l'éteint. Et si tu restes, tu découvriras non seulement comment appliquer ces clés, mais aussi comment remplacer le superficiel par l'authentique. Parce que pendant que d'autres se perdent dans le « comment ça va ?», tu auras le courage de dire « dis-moi quelque chose de bien ». Cette phrase brise la routine, ouvre des portes et révèle immédiatement que tu ne parles pas pour parler, mais que tu cherches quelque chose de réel. 1. Fais de la compréhension ta marque personnelle. La compréhension fonctionne comme l'eau au milieu d'une sécheresse. Quand elle arrive, elle apaise la terre, rafraîchit l'atmosphère et donne vie à tout ce qu'elle touche. C'est la même chose dans les conversations, car il n'y a rien de plus puissant que de sentir que quelqu'un te comprend vraiment. Réfléchis-y bien, la plupart des gens parlent en attendant leur tour pour répondre, pas pour comprendre. Ils écoutent seulement les mots, mais pas le fond, pas les silences. Pas l'émotion cachée derrière ce qui est dit. Et c'est là la différence entre une interaction superficielle et une connexion qui perdure. Le stoïcisme enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Cette même règle s'applique à la communication. Comprendre ne signifie pas approuver tout ce que l'autre dit. Cela signifie avoir la capacité d'entrer dans son monde intérieur sans juger immédiatement. Lorsque tu fais de la compréhension ta marque personnelle, les gens sentent qu'ils peuvent baisser leur garde avec toi, qu'ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu es prêt à voir ce qui se cache derrière les mots. Et cela est un aimant, parce que la confiance naît de se sentir compris, pas de se sentir corrigé. Si tu veux appliquer cette pratique dans ta vie quotidienne, commence par arrêter d'interrompre. Beaucoup pensent que montrer de la compréhension, c'est finir les phrases des autres ou donner des conseils rapides, mais cela ne fait que créer de la distance. Une personne ne veut pas que tu finisses ce qu'elle est en train de dire, elle veut que tu lui prêtes assez d'attention pour qu'elle puisse le finir elle-même. Laisse de l'espace, laisse les mots couler, même s'il y a des pauses inconfortables. Ce silence n'est pas une perte de temps, c'est le terrain fertile où l'on perçoit que tu écoutes vraiment. Une autre erreur courante est de vouloir répondre avec ses propres histoires trop tôt, comme si chaque expérience de quelqu'un devait être comparée à la tienne. Ce n'est pas de la compréhension, c'est voler la vedette. Évite-le avec une règle claire. Avant de parler de toi, reconnais ce que tu as entendu de l'autre. Une phrase simple comme « Je comprends pourquoi tu te sens ainsi » a un impact beaucoup plus grand que n'importe quel récit personnel. Il est également essentiel d'apprendre à lire ce qui n'est pas dit. Le ton de la voix, le regard, les gestes, tout communique. La neuroscience démontre que le cerveau humain réagit plus fortement aux signaux émotionnels non verbaux qu'aux mots eux-mêmes. Si quelqu'un te parle avec un nœud dans la gorge, il ne sert à rien de répondre par un commentaire logique ou froid, car l'émotion est ignorée. Comprendre, c'est se connecter à ce niveau plus profond. C'est montrer que tu remarques ce qui se cache derrière la surface. Le conseil le plus important est de ne pas tomber dans le piège de vouloir toujours avoir raison. La compréhension ne consiste pas à gagner un débat, mais à gagner la confiance. Les stoïciens répétaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Et ta réponse, si elle est chargée de compréhension, peut transformer même une conversation difficile en une opportunité de renforcer le lien. Une discussion ne se gagne pas en parlant plus fort, elle se gagne en montrant que tu as compris ce que l'autre voulait exprimer, même si tu n'es pas d'accord. Fais de la compréhension ta marque,
que chaque personne qui parle avec toi sente qu'elle n'a pas été ignorée ni réduite à une formalité. Évite d'interrompre, évite de voler le centre de la conversation avec tes anecdotes, évite de te précipiter à donner des conseils que personne n'a demandé. Au lieu de cela, écoute vraiment. Reconnais ce que l'autre ressent et valide son expérience sans craindre de perdre de l'autorité. La paradoxe est que lorsque tu ne luttes pas pour imposer ton point de vue, ta voix devient plus respectée. 2. Valorise ce que les autres expriment. Les paroles d'une personne sont comme des pièces de monnaie qu'elle jette en l'air en espérant que quelqu'un les ramasse. Si elles tombent par terre et que personne ne les regarde, elles deviennent du bruit perdu. Mais quand quelqu'un les ramasse et leur donne de l'importance, elles se transforment en quelque chose de lourd et de précieux. C'est ainsi que fonctionnent les conversations, qu'elles soient profondes ou quotidiennes. Quand l'autre sent que ce qu'il a dit a été pris au sérieux, la connexion se renforce et une porte s'ouvre à la confiance. En revanche, lorsque ce qu'il exprime est ignoré, ridiculisé ou pris à la légère, cette porte se ferme brusquement et il est difficile de la rouvrir. Valoriser ce que les autres expriment ne signifie pas être d'accord avec tout, cela signifie reconnaître l'effort, l'intention et la vérité qui se cachent derrière chaque mot. Les stoïciens parlaient de traiter avec respect la voix de l'autre, car dans chaque opinion réside sa perception de la réalité. Et même si elle ne coïncide pas avec la tienne, elle mérite d'être entendue. Cette attitude empêche la conversation de devenir un champ de bataille où le plus fort l'emporte, et la transforme en un espace où chacun se sent entendu. Peut-être que quelqu'un parle d'un problème qui pour toi est insignifiant, mais pour cette personne, c'est un poids réel. Une réponse comme « ce n'est rien » ou « tu exagères » détruit la valeur de ce qu'il t'a confié. Remplace ces phrases par d'autres qui reconnaissent l'effort de s'ouvrir. Par exemple, « je comprends que pour toi c'est important » ou « merci de me l'avoir dit ». Ce changement de perspective transforme l'expérience de celui qui parle, car ce qu'il reçoit n'est pas un jugement, mais une validation. Le deuxième conseil est d'utiliser des questions qui approfondissent, et non qui ferment la conversation. Souvent, nous n'écoutons que le strict nécessaire et nous changeons de sujet, ce qui transmet de l'indifférence. Au lieu de cela, pose des questions qui montrent un véritable intérêt, comme « Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ?» ou « Qu'as-tu appris de cette situation ?» Ces questions ne montrent pas seulement que tu valorises ce qu'il a dit, mais aussi que tu ouvres la porte à ce qu'il partage davantage. Un autre aspect clé est d'éviter l'habitude de rivaliser avec ses propres expériences. Quand quelqu'un raconte quelque chose, nous avons tendance à répondre par « ça m'est aussi arrivé » ou « j'ai vécu quelque chose de pire ». Cette attitude déplace l'autre et le relègue au second plan. Si tu veux valoriser, écoute d'abord et reconnais son histoire avant de parler de la tienne. Même si tu décides de partager après, fais-le dans l'intention de te connecter, pas de rivaliser. Une phrase comme « ce que tu dis me rappelle quelque chose que j'ai vécu, mais ton expérience a une nuance particulière » change complètement le sens, car elle maintient l'attention sur l'autre tout en contribuant à la conversation. Le troisième conseil est de ne pas utiliser le sarcasme comme réponse immédiate. Cela peut sembler drôle, mais en réalité, cela peut blesser plus que tu ne le penses. Si l'autre s'est ouvert à toi, réponds sérieusement, même s'il y a de la place pour l'humour par la suite. Valoriser n'est pas embellir les paroles de l'autre, c'est les soutenir fermement et montrer qu'elles méritent ton attention. Lorsque tu fais de cette habitude une partie de ta vie, les gens se sentent motivés à te parler, car ils savent qu'ils ne seront pas ignorés ni dépréciés. Tu commences à te démarquer, non pas parce que tu prononces de grands discours, mais parce que tu es l'un des rares à vraiment savoir écouter. Et même si beaucoup pensent que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, le véritable pouvoir réside dans le fait de valoriser la parole de l'autre. 3. Utilise la validation comme stratégie de pouvoir. La reconnaissance fonctionne comme un miroir propre. Quand quelqu'un se regarde et voit sa valeur reflétée, il se redresse, lève les yeux et se sent plus sûr de lui. En revanche, lorsque le miroir est brisé ou embué, ce qu'il voit est une distorsion et un doute.
Il en va de même dans les conversations. La validation est ce miroir qui renvoie à l'autre une image claire de lui-même. Ce n'est pas une flatterie vide, ni un compliment superficiel, c'est la capacité de faire sentir à l'autre que ce qu'il dit a du sens, que ce qu'il pense compte, et que son expérience mérite une place. Et bien que beaucoup l'ignorent, la validation est une stratégie de pouvoir, car elle crée une confiance immédiate et ouvre des voies que l'imposition n'atteint jamais. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à confondre la validation avec l'accord. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez valider quelqu'un sans partager son point de vue, car valider signifie reconnaître la légitimité de ce qu'il ressent ou pense, et non se soumettre à son opinion. Cette différence est clé, car lorsque vous validez, vous ne perdez pas d'autorité. Au contraire, vous la renforcez. Pour apporter la validation à vos conversations, le premier conseil est d'apprendre à utiliser des phrases qui reconnaissent sans exagérer. Des expressions comme « ce que tu dis a du sens »,« je peux voir pourquoi tu penses ainsi » ou « je comprends ton point de vue » créent immédiatement un sentiment de sécurité chez l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord ni de changer de position. Il suffit de montrer que vous avez écouté et que vous êtes capable de reconnaître la logique de l'autre. Cette simple action brise les défenses et empêche la conversation de devenir un combat d'ego. Le deuxième conseil est de pratiquer la validation au milieu des désaccords. Beaucoup de gens pensent que l'on ne valide que lorsqu'il y a affinité, mais la véritable force réside dans le fait de le faire, même dans les discussions difficiles. Si quelqu'un expose un argument contraire au vôtre, au lieu de le ridiculiser ou de le minimiser, validez d'abord son effort, puis présentez votre point de vue. Une phrase comme « je comprends ton point de vue » et en même temps « je vois une autre partie que tu n'as peut-être pas considérée » change complètement le ton de la conversation. Non seulement vous réduisez la tension, mais vous créez aussi une plus grande volonté d'être écouté, car la personne sent que sa voix a été reconnue avant de recevoir la vôtre. Un autre conseil pratique est d'éviter le piège du silence froid. Parfois, nous pensons que ne pas répondre est neutre, mais en réalité, le silence peut sembler indifférent. Valider signifie répondre avec des gestes, des mots ou des attitudes qui confirment que ce qui a été dit n'est pas perdu dans l'air. Acquiesce, maintiens un contact visuel, fais de petites interventions qui montrent ta présence. La validation ne s'exprime pas toujours par des phrases élaborées. Elle se construit aussi avec un langage corporel qui transmet l'attention et le respect. La neuroscience soutient ce pouvoir, car le cerveau libère de la dopamine lorsqu'il se sent validé. Cette chimie génère du plaisir et motive à continuer à partager. C'est pourquoi les gens cherchent naturellement ceux qui les font se sentir écoutés. Ce n'est pas un hasard si certains leaders influencent sans crier ni imposer. Ils le font parce qu'ils valident ceux qui les entourent. Si tu veux renforcer cette pratique, évite 3 erreurs courantes. N'utilise pas la validation comme manipulation, ne la transforme pas en compliment vide et ne la limite pas seulement au sujet qui t'intéresse. La validation perd de sa force si elle semble forcée ou fausse et devient de la méfiance si elle n'apparaît que lorsque tu veux obtenir quelque chose. Fais-la constante, sincère et équilibrée, car ainsi elle cesse d'être une ressource occasionnelle et devient un trait de ton caractère. 4. Augmente ta présence par l'écoute. L'attention est comme un phare au milieu de la tempête. Quand il est allumé, il éclaire le chemin et donne de la sécurité à celui qui navigue. Quand il est éteint, tout ce qui reste est la confusion et le danger. Il en va de même dans les conversations. Ta présence est remarquée lorsque tu écoutes vraiment. Il ne suffit pas d'entendre des mots, car entendre est passif, tandis qu'écouter est un acte actif qui révèle ta discipline et ton respect. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent leur tour pour parler, et cette différence est évidente. Celui qui écoute reste gravé dans la mémoire, parce qu'il offre quelque chose de rare à cette époque, une attention totale. Dans un monde où tout le monde est distrait, être celui qui écoute est un acte de pouvoir. Le stoïcisme enseignait que maîtriser l'esprit, c'est maîtriser les impulsions,
Et écouter est un entraînement pour contrôler le désir d'interrompre, d'imposer ou de détourner la conversation vers soi-même. Le premier conseil pour augmenter ta présence par l'écoute est simple. Élimine les distractions. Laisse ton téléphone, évite de regarder autour de toi, ne montre pas de signes de précipitation. L'autre personne perçoit chaque geste, et si elle sent qu'elle est en compétition avec ton écran ou tes pensées, elle se fermera immédiatement. Écouter exige une concentration totale, pas à moitié. Lorsque tu réussis à faire ressentir à quelqu'un que, à ce moment-là, c'est la seule chose qui compte, tu crées un impact plus fort que n'importe quel discours. Le deuxième conseil est de pratiquer la technique de l'écho, non pas en répétant les mots exacts, mais en renvoyant l'essence de ce qu'on t'a dit. Par exemple, si quelqu'un parle d'une journée difficile au travail, il ne suffit pas de dire « je comprends », mais de le refléter. C'était une journée lourde et cela t'a épuisé. Cet écho montre que tu as traité ce que tu as entendu et que tu le fais tien pour un instant. C'est une façon pratique de montrer que ta présence n'est pas superficielle. Un autre aspect crucial est d'apprendre à écouter ce qui n'est pas dit. Le silence, le ton, la longue pause, tout communique. Parfois, les mots ne sont que la surface, et le plus important est en dessous. La personne qui écoute attentivement perçoit ces nuances et y répond. Si quelqu'un évite un sujet ou baisse la voix, ne l'ignore pas, donne-lui de l'espace pour s'ouvrir sans pression. Ta présence s'élève lorsque tu montres de la sensibilité envers l'invisible, pas seulement envers l'évident. Le troisième conseil est de contenir l'urgence de donner des solutions immédiates. Écouter ne signifie pas toujours réparer. Souvent, les gens ne cherchent pas de réponse, ils cherchent un espace sûr pour vider ce qu'ils ressentent. Lorsque tu précipites la conversation avec des conseils rapides, tu montres de l'anxiété, pas de l'intérêt. Mieux vaut garder le silence, accompagner et permettre à l'autre d'arriver à ses propres conclusions. Cela non seulement renforce la confiance, mais te transforme également en quelqu'un dont la présence génère de la tranquillité. La neuroscience démontre que le cerveau répond avec gratitude à ceux qui lui accordent une attention totale. La libération d'ocytocine, connue comme l'hormone de la connexion, augmente lorsque quelqu'un se sent écouté. Cette chimie ne se réalise pas avec des phrases automatiques, mais avec une écoute active qui transmet que l'autre est important. C'est pourquoi les gens cherchent ceux qui savent écouter, parce qu'ils les font se sentir précieux sans besoin d'ornement. Évite de tomber dans 3 erreurs communes. Feindre que tu écoutes pendant que tu penses à ce que tu diras, interrompre pour imposer ton expérience et montrer du désintérêt avec des gestes qui contredisent tes paroles. Chacune de ces habitudes détruit ta présence en quelques secondes. 5. Remplace la routine par de la fraîcheur. Les conversations ressemblent à une rivière. Lorsqu'elle coule avec force et variété, elle donne vie et attire. Mais lorsqu'elle stagne, elle perd de son mouvement, devient trouble et personne ne veut s'approcher. C'est ce qui se passe lorsque nous utilisons toujours les mêmes phrases, les mêmes salutations et les mêmes réponses automatiques. Le dialogue devient un terrain prévisible où rien ne surprend ni n'éveille l'intérêt. La routine tue la curiosité et sans curiosité, il n'y a pas de véritable connexion. Rompre la routine dans les conversations ne signifie pas être extravagant ou inventer de fausses histoires. Cela signifie apporter de la fraîcheur, de la nouveauté et de la spontanéité qui font que l'autre sent que parler avec toi est différent. Dans un monde où presque tout le monde commence de la même manière, celui qui ose sortir du script préétabli laisse une empreinte. Le stoïcisme enseignait que la vie est courte et que la gaspiller en gestes mécaniques est une façon de perdre ce qu'il y a de plus précieux, le présent. Et dans la communication, être présent est ce qui ouvre les portes à l'authenticité. Le premier conseil pour apporter de la fraîcheur est de varier la façon dont tu commences les conversations. Remplace le typique « comment vas-tu » par des questions qui suscitent des émotions positives ou la réflexion. Une simple phrase comme « dis-moi quelque chose de bien dans ta journée » ou « qu'est-ce qui t'est arrivé de plus intéressant cette semaine » brise l'inertie et génère des réponses différentes.
Ce petit changement sort l'autre de la routine et l'invite à penser et à partager quelque chose de plus réel. Le deuxième conseil est d'utiliser des observations authentiques sur ce qui se passe à l'instant. Au lieu de recourir à des phrases de remplissage, commente ce que tu vois, ce que tu entends ou ce qui attire ton attention dans l'environnement. Si tu es en réunion, tu pourrais dire « cet endroit a une énergie particulière » ou si tu parles au téléphone, peut-être « ta voix semble plus calme que la dernière fois ». Ces détails montrent que tu es connecté avec le présent et que tu ne répètes pas des phrases mécaniques. Un autre aspect essentiel pour maintenir la fraîcheur est d'oser utiliser un humour léger et respectueux. Il ne s'agit pas d'être un clown, mais d'introduire un commentaire qui soulage la tension et crée de la proximité. Un sourire sincère ou une phrase ingénieuse peut transformer une conversation qui semblait lourde en quelque chose d'agréable. L'humour est un rappel que l'interaction n'a pas besoin d'être une corvée. Elle peut être un espace pour profiter. Le troisième conseil est d'éviter les scripts internes trop rigides. Beaucoup de personnes entrent dans une discussion avec des réponses déjà préparées et finissent par sonner comme des machines. La fraîcheur naît de la spontanéité, d'oser répondre à partir de ce que tu ressens et penses à cet instant. Cela ne signifie pas improviser sans sens, cela signifie lâcher l'obsession de contrôler chaque mot. Les neurosciences montrent que le cerveau réagit avec plus d'attention à l'inattendu et c'est pourquoi les interactions hors du commun sont celles qui sont le plus mémorables. Il est également important de varier les sujets. Ne limite pas la conversation toujours au travail, aux problèmes ou aux routines quotidiennes. Demande des rêves, des apprentissages récents, des passions oubliées. Sors l'autre de l'habituel et fais-le explorer des aspects qu'il partage rarement. Cette ouverture crée un nouvel air et renforce la connexion car elle génère de la surprise et de l'authenticité. Évite de tomber dans deux pièges qui détruisent la fraîcheur. L'utilisation de phrases de remplissage et la répétition excessive de tes propres anecdotes. Ces deux habitudes transmettent la monotonie et la fatigue. Remplace la répétition par un intérêt authentique pour l'autre, car lorsque quelqu'un sent que tu le regardes comme s'il était nouveau à chaque fois, la sensation de fraîcheur se réveille sans effort. 6. Fais du silence ton allié. Le silence est comme une lame invisible. Entre des mains tremblantes, il coupe et blesse, mais entre des mains fermes, il devient une arme précise qui impose le respect. Il en va de même dans les conversations. La plupart des gens craignent le silence, parce qu'ils l'associent à l'inconfort, au vide ou au manque d'idées. Mais celui qui apprend à l'utiliser intelligemment découvre qu'il n'est pas absence, mais présence à l'état pur. Un silence bien placé a plus de force que 1000 mots prononcés à la hâte. Les stoïciens le comprenaient comme une discipline. Parler sans mesure était pour eux un gaspillage d'énergie et un signe de faiblesse. Se taire au bon moment, en revanche, était un signe de maîtrise de soi. Car celui qui se contrôle suffisamment pour ne pas tout remplir de bruit démontre sa confiance en soi. Dans une conversation, ce contrôle transforme le silence en un allié qui attire l'attention, qui crée un impact et qui différencie ta voix du reste. Le premier conseil pour maîtriser le silence est de cesser de le voir comme un ennemi. Lorsqu'il y a une pause, ne te précipite pas pour la combler. Respire et laisse l'autre traiter ce que tu viens de dire. Cette pause, loin de rompre le flux, donne de la force aux mots précédents. Souvent, les gens parlent sans réfléchir parce qu'ils craignent le vide et finissent par dire des choses sans importance. Si tu t'entraînes à maintenir de brefs silences, tu projettes le calme et le contrôle, et tu forces l'autre à sortir du pilote automatique. Le deuxième conseil est d'utiliser le silence comme une ressource stratégique après une affirmation importante. Si tu dis quelque chose de lourd, ne le sabote pas en le remplissant de plus de phrases. Garde le silence et laisse l'autre l'absorber. Cet espace multiplie la force de ton message car il donne le temps de le faire pénétrer. Un exemple clair est lorsque tu reconnais quelque chose de fort. Je sais que ça fait mal, mais c'était nécessaire. Si tu te tais ensuite, ta présence pèse plus que toute autre explication. Un autre aspect fondamental est de permettre au silence d'inviter à l'ouverture.
Lorsqu'une personne hésite à parler, si tu la presses avec des interruptions ou des questions rapides, elle se fermera. Mais si tu gardes le silence et que tu accompagnes avec ton langage corporel, la personne a tendance à se sentir plus à l'aise pour partager davantage. Cette patience transmet un réel intérêt et brise des barrières que les mots ne peuvent pas traverser. Le silence devient ainsi un pont vers l'intimité. Il est également essentiel d'apprendre à se taire lorsque l'émotion monte. Dans les discussions ou les moments tendus, beaucoup pensent que parler plus fort leur donnera raison. La réalité est le contraire. Le silence, maintenu avec fermeté, montre l'autocontrôle et désarme l'autre, car tu n'alimentes pas le feu avec plus de bruit. Les stoïciens répétaient que le calme est la victoire la plus difficile, et le silence est son expression la plus claire. Si tu l'utilises au milieu de la tension, tu cesses d'être réactif et tu deviens un référent de sérénité. La neuroscience soutient ce pouvoir. Des études montrent que les espaces de silence activent des zones du cerveau liées à la créativité et à la réflexion. Cela signifie que lorsque tu introduis des pauses dans une conversation, tu n'augmentes pas seulement ton impact, tu aides aussi l'autre à mieux réfléchir. Tu entendras des réponses plus profondes parce que tu as donné au cerveau le temps dont il avait besoin pour traiter. Évite 2 erreurs courantes. Utiliser le silence comme punition ou comme indifférence. Rester silencieux pour manipuler ou ignorer ne génère pas de respect, mais du ressentiment. Le silence utile n'est pas utilisé pour éloigner, mais pour approfondir. Accompagne-le toujours de présence, de regards fermes, de gestes qui montrent que tu es toujours là. De cette façon, il n'est pas interprété comme de la froideur, mais comme de la force. 7. Pratique ces clés à chaque interaction. Les conversations ressemblent à un terrain d'entraînement. Tu peux lire des théories, mémoriser des stratégies et répéter des conseils dans ta tête, mais si tu ne mets jamais rien en pratique, ta force ne se développe pas. Tout comme le muscle a besoin de répétition pour grandir, la capacité de communiquer avec présence et profondeur ne se renforce que lorsque tu appliques ces clés dans la vie réelle. Il ne suffit pas de les comprendre. Tu as besoin de les exercer à chaque rencontre, à chaque salutation, à chaque dialogue, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de ton caractère. L'erreur la plus courante est de croire que ces idées doivent être réservées pour des moments spéciaux. Penser qu'elles ne servent que lors d'une interview importante, lors d'une réunion clé ou lors d'une discussion avec une personne influente. Cette mentalité tue le progrès. Les clés stoïciennes pour communiquer avec puissance se pratiquent au quotidien, avec la personne qui te sert dans un magasin, avec le collègue que tu croises dans le couloir, avec l'ami qui t'envoie un message rapide. Chaque interaction est une opportunité pour entraîner ta discipline et ta présence. Le premier conseil pour y parvenir est de choisir consciemment l'une des clés et de l'appliquer dans toutes tes conversations pendant la journée. Par exemple, consacrer 24 heures à pratiquer la compréhension comme ta marque personnelle. Cela signifie écouter, valider et refléter ce qu'on te dit, sans interrompre ni détourner l'attention vers toi. En le répétant dans différents contextes, tu verras comment peu à peu ton esprit cesse de le faire comme un effort et le transforme en une habitude naturelle. Le deuxième conseil est d'observer tes échecs sans te punir. Il y aura des moments où tu oublieras d'appliquer ce que tu as appris et tu retomberas dans de vieilles habitudes de parler trop, d'interrompre ou de sonner automatique. Ne le vois pas comme un échec, considère-le comme une partie du processus. La philosophie stoïcienne enseigne que l'erreur ne détruit pas, elle éduque. Cette conscience constante est ce qui transforme la théorie en maîtrise réelle. Un autre aspect essentiel est de pratiquer l'écoute et le silence dans des conversations brèves. Tu n'as pas besoin d'un long dialogue pour t'entraîner, il suffit d'apprendre à maintenir l'attention sans regarder ton téléphone, ou de laisser 2 secondes de pause avant de répondre. Ce sont de petits gestes qui reprogramment ta façon d'interagir. Les neurosciences démontrent que la répétition quotidienne façonne les connexions cérébrales, ce qui signifie que chaque pratique, aussi petite soit-elle, reconfigure ton esprit pour communiquer avec plus d'impact.
il est également essentiel de combiner les clés entre elles plutôt que de les utiliser isolément. Par exemple, tu peux commencer une conversation en brisant la routine avec fraîcheur, puis valider ce que l'autre partage et enfin terminer par un silence pour que tes mots aient plus de poids. Cette intégration transforme tes conversations en expérience complète, car tu ne te limites pas à une technique, mais tu transformes toute ta façon d'être présent. Évite de tomber dans le piège de vouloir tout faire parfaitement dès le premier jour. Le perfectionnisme paralyse et transforme la pratique en anxiété. Ne cherche pas des conversations impeccables, cherche la constance. La force se construit en répétant, pas en cherchant l'exécution idéale. Tout comme un guerrier s'entraîne tous les jours pour aiguiser son épée, tu as besoin d'entraîner ta voix, ton attention et ton silence, jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes naturels. Pratiquer ces clés à chaque interaction n'est pas un défi passager, c'est une discipline de vie. Si tu le fais, tu commenceras à remarquer comment les gens réagissent différemment avec toi. Ils t'écoutent plus, ils ont plus confiance et ils se souviennent de tes mots avec clarté. 8. Sois authentique, pas automatique. Les gens ressemblent à des masques dans un théâtre bondé. Chaque masque sourit, acquiesce et répète des phrases que tout le monde attend d'entendre. De loin, ils semblent vrais, mais quand tu t'approches, tu découvres qu'il y a du vide, de la routine et de la peur de se montrer tels qu'ils sont derrière. C'est la réalité de la plupart des conversations, automatiques, prévisibles et dépourvues de vie. Et le pire, c'est que cette habitude se nourrit de l'insécurité, de la peur de ne pas être accepté si nous montrons notre essence. Cependant, l'authenticité est la seule chose qui parvient à briser ce cycle, car quand quelqu'un parle à partir de la vérité de son être, il suscite le respect et la confiance plutôt que l'indifférence. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est le noyau de la vertu. Prétendre et te trahir, même si tout le monde applaudit le masque. C'est pourquoi l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir ta dignité et ta force. Dans les conversations, être authentique signifie oser dire ce que tu penses vraiment sans l'exagérer ni le déguiser avec des phrases toutes faites. Cela signifie répondre à partir de ton expérience réelle plutôt que de lâcher ce que tu crois que l'autre veut entendre. Le premier conseil pour pratiquer l'authenticité est d'apprendre à reconnaître quand tu tombes dans le piège de l'automatisme. Si tu remarques que tes paroles sonnent mécaniques, arrête-toi et corrige. Respire avant de répondre et demande-toi, est-ce que je dis cela parce que je le ressens ou parce que cela m'arrange de sonner bien? Cet instant de pause est ce qui te sauve de répéter des phrases vides et t'oblige à te connecter avec ce que tu veux vraiment exprimer. Le deuxième conseil est de ne pas craindre de montrer ta vulnérabilité. L'authenticité ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être honnête avec ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Dire « je ne suis pas sûr de cela » ou « j'ai du mal à parler de ce sujet » inspire plus confiance que de prétendre une sécurité absolue. Les gens se connectent avec ce qui est réel, pas avec ce qui est parfait. Celui qui semble toujours avoir un scénario impeccable transmet de la rigidité, tandis que celui qui ose se montrer humain transmet de la force intérieure. Un autre aspect fondamental est d'aligner ton langage corporel avec tes paroles. Si ce que tu dis ne correspond pas à ce que tu projettes, l'authenticité se perd. Regarde en face, garde un ton de voix ferme, évite de hocher la tête mécaniquement pour plaire. Chaque geste doit soutenir ton message, car si tes actions contredisent ce que tu dis, l'autre personne le remarquera et la connexion s'affaiblira. Il est également vital d'éliminer le besoin d'approbation constante. Être authentique implique d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. La validation externe est instable, elle change avec les goûts et les attentes des autres. En revanche, l'authenticité construit un fondement solide, car elle ne dépend pas de ce que les autres veulent entendre, elle dépend de ce que tu es vraiment. Le stoïcien reste ferme dans sa vérité même si le bruit autour de lui le contredit, et cette fermeté inspire ceux qui l'entourent. Évite deux erreurs qui détruisent ton authenticité.
exagérer pour impressionner et cacher ce que tu penses pour éviter les conflits. Le premier te rend peu fiable et le second te rend invisible. Au lieu de cela, cherche un équilibre entre fermeté et respect. Exprime ta vérité avec clarté, mais sans besoin d'attaquer. Cette combinaison donne du poids à tes paroles et de la solidité à ton caractère. Être authentique et non automatique est la différence entre être rappelé ou être oublié. Parce que les phrases vides s'évanouissent comme de la fumée, tandis que la voix authentique reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont entendue. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots, tu as deux chemins. Perdre le contrôle et te rabaisser à son niveau, ou rester ferme, maître de toi-même. C'est la différence entre la faiblesse et la véritable force. Il ne s'agit pas de gagner des discussions ou de crier plus fort, il s'agit de montrer que ton esprit ne peut pas être emporté par la provocation. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous dit, mais comment nous décidons de l'interpréter. Marc Aurèle rappelait que la véritable victoire est de se dominer soi-même. Sénèque, quant à lui, avertissait que la colère est l'émotion la plus inutile, car elle détruit plus celui qui la ressent que celui qui la reçoit. Ici, tu apprendras 5 réponses stratégiques qui ne cherchent pas à détruire l'autre, mais à t'élever au-dessus de la confrontation. Des réponses que tu peux appliquer dans la vie réelle, dans n'importe quelle situation, pour démontrer dignité, intelligence et sérénité. Ce n'est pas un discours de calme naïf, c'est un entraînement de pouvoir. Le pouvoir de répondre avec sang-froid quand on veut allumer ton feu, le pouvoir de transformer la critique en croissance et le pouvoir de faire du conflit une opportunité de respect. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ne sont pas des phrases vides, ce sont des armes silencieuses que tout stoïcien authentique porte avec lui. Le contrôle, des questions intelligentes, la dignité et la capacité de se taire quand le silence pèse plus que 1000 mots. Ici commence le chemin pour arrêter de réagir comme n'importe qui et commencer à répondre comme quelqu'un qui maîtrise vraiment son monde intérieur. 1. Choisis le contrôle plutôt que la colère. La colère est comme un poison que quelqu'un laisse devant toi en espérant que tu le boiras. Le flacon est ouvert, l'odeur est forte et la tentation de le goûter semble inévitable. Mais au moment où tu le fais, c'est toi qui es empoisonné et non la personne qui l'a mis sur ton chemin. La provocation sera toujours présente, que ce soit dans le trafic quand quelqu'un t'insulte depuis sa voiture, au bureau quand un collègue cherche à te ridiculiser devant tout le monde ou à la maison quand une dispute familiale s'enflamme pour une broutille. Le monde te pousse à réagir et attend de te voir perdre le contrôle parce que c'est le plus facile, le plus commun, ce que fait la majorité. Ce qui est difficile, c'est d'être maître de soi-même quand tout autour de toi t'invite à perdre ton calme. Le stoïcisme enseigne que la colère n'apporte jamais de bons fruits. Sénèque disait qu'aucun homme qui cède à la colère ne peut être juste. Et il avait raison parce que la colère obscurcit la vision, déforme les mots et transforme un petit problème en une catastrophe inutile. Celui qui se laisse dominer par la colère croit montrer sa force. Mais en réalité, il montre sa faiblesse. Il montre qu'un autre a eu le pouvoir sur ses émotions. La véritable force réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège, de décider que ton esprit ne s'abaissera pas à être l'esclave d'une impulsion passagère. Le contrôle est une arme silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri, car celui qui reste serein au milieu de la tempête oblige l'autre à se confronter à lui-même. Pense à une réunion de travail où quelqu'un t'attaque avec sarcasme. Si tu réponds sur le même ton, la discussion montera jusqu'à devenir personnelle. Mais si tu choisis le calme et réponds sur un ton mesuré, en exposant des faits plutôt que des émotions, tu évites non seulement le chaos, mais tu gagnes aussi le respect de ceux qui observent. Contrôler la colère ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie choisir avec froideur comment répondre pour que tes mots construisent plutôt que détruisent. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les interprétations que nous en faisons, et c'est là la clé. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit, mais tu peux contrôler ce que tu permets à ces mots d'éveiller en toi.
Quand tu choisis le contrôle, tu transformes ces mots en air qui se dissout, en bruit qui ne mérite pas de place en toi. La maîtrise de soi est une pratique quotidienne, pas quelque chose qui apparaît de nulle part, et elle se renforce à chaque confrontation. Chaque fois que tu décides de ne pas céder à la colère, tu entraînes ton caractère, comme un guerrier qui s'exerce pour la bataille la plus importante, la bataille contre lui-même. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Et cette phrase résume ce que signifie le contrôle, car en refusant de réagir avec colère, tu montres à l'autre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi, et en même temps, tu te prouves à toi-même que tu as grandi, que ton esprit gouverne tes impulsions. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe est plus simple qu'il n'y paraît. Quand quelqu'un te provoque, respire avant de parler. Rappelle-toi que chaque seconde de calme est un mur que tu élèves contre la colère. Demande-toi si ce que tu vas dire apportera quelque chose ou ne fera qu'alimenter le feu. Souvent, la véritable victoire n'est pas dans la réponse que tu donnes, mais dans celle que tu décides de ne pas donner, dans le silence qui coupe la confrontation et oblige l'autre à se confronter à son propre vide. Choisir le contrôle plutôt que la colère n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force intérieure, car n'importe qui peut se laisser emporter par l'impulsion, mais seul celui qui a entraîné son esprit peut maintenir son calme quand tout l'incite à le perdre. 2. Répondez avec des questions, pas avec des attaques. La confrontation verbale ressemble à un jeu d'échecs. Certains font leur premier mouvement en lançant une attaque directe, espérant que vous répondrez avec la même force et entrerez dans leur jeu. Mais le joueur intelligent ne se précipite pas, observe, analyse et place une pièce qui oblige l'adversaire à repenser sa stratégie. Dans une discussion, cette pièce intelligente est les questions, car pendant que les autres perdent de l'énergie à crier et à lancer des reproches, vous prenez le contrôle de la situation calmement, faisant en sorte que l'autre révèle plus de lui-même qu'il ne voulait montrer. Répondre avec des questions est une pratique profondément stoïcienne, car elle vous permet de maintenir la sérénité et en même temps de démonter l'agression sans recourir à la violence verbale. Lorsque quelqu'un vous lance une attaque, la première chose qu'il attend est que vous réagissiez avec la même intensité. Si au lieu de cela vous lui demandez « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» ou « Pourquoi ressens-tu le besoin de le dire ainsi ?» vous changez immédiatement le cours du dialogue. Épictète insistait sur le fait que la meilleure défense est de questionner nos propres perceptions avant de réagir. Et cette même logique peut être appliquée à l'autre. Poser des questions n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi un miroir, car cela oblige l'attaquant à regarder ce qu'il dit vraiment et à affronter le vide qui se cache souvent derrière ses mots. Marc Aurèle a également écrit que les discussions sont rarement gagnées avec des cris, mais avec de la clarté, et il n'y a rien de plus clair qu'une question bien posée qui coupe l'hostilité. Dans la pratique quotidienne, c'est très utile. Imaginez une réunion de travail où quelqu'un vous accuse sans raison, au lieu de répondre par un « toi aussi » ou avec un ton défensif. Vous pouvez regarder en face et demander calmement « Peux-tu me donner un exemple concret de ce que tu dis ?» Cette simple question place l'autre personne sur un terrain inconfortable, car elle l'oblige à soutenir ses paroles avec des faits, et si elle n'en a pas, son attaque perd de sa force. Dans un environnement familial, lorsque quelqu'un fait un commentaire sarcastique, vous pouvez demander « Qu'essaies-tu de dire avec ça ?» Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. L'important est que votre question ne porte pas de poison, mais de la sérénité, car si vous posez des questions avec sarcasme, vous tombez dans le même jeu que vous essayez d'éviter. Ce que l'on cherche, c'est de désarmer l'autre avec intelligence, pas d'empoisonner davantage la conversation. Une autre façon d'appliquer cette pratique est d'utiliser des questions qui redirigent la conversation vers un terrain plus constructif. Par exemple, si un client vous parle avec colère exagérée, vous pouvez dire « Quelle solution attends-tu de cela ?» Cette question transforme une attaque en un espace de collaboration, car elle oblige l'autre à cesser de se plaindre et à commencer à penser à ce qu'il veut vraiment accomplir. Ce simple mouvement change la dynamique et vous permet de maintenir votre dignité sans vous rabaisser.
Répondez avec des questions et non avec des attaques, car la question ouvre, tandis que l'attaque ferme, la question donne de l'espace au dialogue. Tandis que l'attaque durcit les positions, la question reflète le calme, tandis que l'attaque montre la faiblesse. Poser des questions est l'arme de celui qui maîtrise ses émotions, de celui qui comprend que le véritable contrôle ne se démontre pas avec des cris, mais avec intelligence. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de rendre le coup. Vous pouvez déplacer votre pièce avec sagesse et désarmer l'agression avec quelque chose d'aussi simple et puissant qu'une question. C'est la différence entre réagir comme tout le monde et répondre comme quelqu'un qui maîtrise son caractère. 3. Admettez vos erreurs avec grandeur. Trébucher en public ressemble à tomber au milieu d'une foule, le bruit de l'impact, les regards fixés sur vous et la honte essayant de vous couvrir. Mais l'intéressant est que ce qui compte vraiment n'est pas la chute en soi, mais comment vous décidez de vous relever. Certains le font avec colère, niant l'évidence et essayant de blâmer les autres, tandis que d'autres se relèvent avec sérénité, reconnaissent ce qui s'est passé et continuent à marcher la tête haute. Cette différence marque le respect que vous inspirez aux autres et la paix intérieure que vous atteignez avec vous-même. Accepter une erreur n'est pas une reddition, c'est du courage. Celui qui la reconnaît démontre de la sécurité, car seul quelqu'un de fort est capable de se regarder lui-même avec honnêteté et d'admettre qu'il s'est trompé. En revanche, celui qui cache ses erreurs ou cherche des excuses transmet de la fragilité, car il révèle qu'il craint de perdre de la valeur aux yeux des autres. Les stoïciens l'ont bien compris. Sénèque disait que l'homme sage n'a pas peur de reconnaître qu'il a fait une erreur, car il sait que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Cette mentalité fait de vous le maître de votre dignité, même dans des situations adverses. Imaginez une réunion de travail où vous avez commis une erreur qui a affecté l'équipe. La réaction commune serait de se justifier pour sauver l'image, mais la réponse stoïcienne serait de dire calmement « Je me suis trompé, j'assume la responsabilité et je travaillerai à la solution ». Cette simple déclaration change complètement l'atmosphère, car au lieu de générer plus de tension, elle ouvre la porte au respect et à la confiance. Dans un environnement familial, si vous avez réagi de manière impulsive et blessé quelqu'un avec vos mots, au lieu de continuer à défendre votre attitude, vous pouvez le reconnaître. Ce que j'ai dit n'était pas bien, je me suis laissé emporter par l'émotion, et je ne le ferai plus. L'autre personne n'aura pas d'armes pour continuer à attaquer, car votre grandeur désarme la confrontation. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir les erreurs non pas comme des taches sur votre honneur, mais comme des preuves de votre force. La prochaine fois que vous échouerez, avant de vous justifier, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que je perds si je reconnais cette erreur ? Et qu'est-ce que je gagne si je l'accepte calmement ?» Vous vous rendrez compte qu'en l'admettant, vous gagnez de l'autorité, car celui qui reconnaît son erreur est perçu comme quelqu'un d'intègre et sûr, et non comme quelqu'un de faible. Marc Aurèle a écrit que l'homme s'ennoblit en acceptant la vérité de ses actes, et c'est crucial à une époque où tout le monde cherche à avoir raison à tout prix. Reconnaître l'erreur et se rebeller contre ce besoin de paraître parfait, c'est dire « Je préfère être authentique plutôt que d'être faux pour gagner ». Ce type de grandeur génère une influence qui va au-delà des mots, car elle inspire les autres à faire de même. Une autre recommandation pratique est de ne pas vous contenter de la reconnaissance, mais de l'accompagner d'action, car admettre sans changer est rester à mi-chemin. Si vous avez échoué dans votre travail, proposez un plan clair pour le corriger. Si vous avez blessé quelqu'un, démontrez par des actes votre intention de ne pas le répéter. Cette cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites est ce qui construit la crédibilité, tant avec vous-même qu'avec les autres. Admettre des erreurs avec grandeur, c'est choisir la voie de l'honnêteté plutôt que celle de l'orgueil, c'est montrer que votre valeur ne dépend pas de l'apparence de la perfection, mais de l'authenticité, et que le véritable respect ne se gagne pas avec des excuses, mais avec la responsabilité. C'est la différence entre celui qui s'enfonce dans la chute et celui qui se relève avec plus de force qu'avant. 4.
Surmontez les préjugés avec curiosité. Les préjugés sont comme des murs érigés à la hâte, des murs qui bloquent la vue et réduisent votre monde à un coin étroit. De ce coin, vous ne voyez que ce qui confirme vos croyances, mais jamais ce qui les défie. La curiosité, en revanche, est le marteau qui abat ces murs et ouvre l'espace à un horizon plus large. Dans une confrontation, choisir la curiosité plutôt que le préjugé non seulement désarme le conflit, mais vous donne aussi le contrôle de la situation. Lorsque quelqu'un vous attaque avec une opinion chargée de jugement, la chose la plus facile est de répondre avec un autre jugement encore plus dur. Mais ce qui vous renforce, c'est de vous arrêter et de vous demander ce qui se cache derrière ces mots. Peut-être que cette personne parle de sa propre douleur, d'une peur cachée ou de la frustration de se sentir ignoré. Au lieu de réagir avec hostilité, un stoïcien a tendance à regarder calmement et à utiliser la curiosité comme un outil stratégique. Sénèque disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir, et il en va de même dans les discussions. Si vous croyez déjà détenir la vérité, vous fermez la porte à la compréhension. La curiosité au milieu d'un conflit est plus pratique qu'il n'y paraît. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un critique durement votre proposition, vous pouvez répondre par une question simple. Quelle partie pensez-vous qu'on peut améliorer et pourquoi ? Cette attitude rompt le schéma attendu, car au lieu de vous défendre avec fierté, vous invitez l'autre à approfondir sa pensée. Dans un environnement social, si quelqu'un fait un commentaire préjudiciable à votre égard, vous pouvez répondre « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» De cette façon, vous transformez l'agression en un espace pour exposer ses raisons et dans de nombreux cas, vous mettez en évidence la superficialité de son attaque. Le conseil pratique est de vous entraîner à changer de perspective lorsque vous sentez que les préjugés veulent dominer votre réaction. Chaque fois que vous entendez quelque chose qui blesse votre ego, au lieu de chercher la réponse la plus blessante, cherchez la question qui ouvre le dialogue. Poser des questions par curiosité ne signifie pas justifier l'attaque. Cela signifie vous placer à un niveau supérieur, où vous n'êtes pas la victime de la colère, mais le maître de la conversation. Cela ne protège pas seulement votre dignité, cela vous permet aussi d'en apprendre davantage sur la façon dont les autres pensent, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Marc Aurèle conseillait que chaque fois que vous êtes confronté à quelqu'un de difficile, vous vous souveniez que cette personne agit selon ce qu'elle croit être juste, même si elle a tort. Ce rappel est clé, car il vous éloigne du préjugé de penser que l'autre veut seulement vous nuire. Peut-être agit-il par ignorance, par douleur ou par habitude. En le regardant avec curiosité, plutôt qu'avec colère, vous arrêtez de nourrir le cercle d'hostilité et vous vous placez sur le terrain de l'autocontrôle. Une autre façon d'appliquer cette pratique est de rediriger l'énergie de la confrontation vers un terrain constructif. Par exemple, lorsqu'un voisin se dispute de manière agressive à propos d'un problème dans la communauté, vous pouvez lui demander « Quelle solution vous ferait vous sentir écouté ?» Cette question, chargée de curiosité, oblige à passer de l'attaque à la recherche de solutions et transforme souvent un adversaire en quelqu'un prêt à coopérer. Surmonter les préjugés avec curiosité est un entraînement qui renforce votre esprit, car vous choisissez de voir au-delà de ce qui est dit en surface. En le faisant, vous devenez quelqu'un qui ne répond pas à partir de l'offense, mais à partir de l'intelligence. C'est ce pouvoir qui vous distingue de ceux qui réagissent avec une cécité émotionnelle. 5. Remercie même la critique la plus dure. Les critiques ressemblent à des pierres lancées au milieu du chemin. Certaines frappent fort, d'autres ne font qu'effleurer, mais toutes vous obligent à vous arrêter un instant. Vous pouvez choisir de ramasser ces pierres et de les porter comme un poids inutile, ou vous pouvez les utiliser pour construire un escalier qui vous emmène plus haut. Ce choix marque la différence entre celui qui reste coincé dans la plainte et celui qui transforme la dureté en une opportunité de croissance. L'instinct naturel, lorsque nous recevons une critique, est de nous défendre, de justifier ce que nous avons fait ou de contre-attaquer avec une autre blessure. Mais l'approche stoïcienne est radicalement différente. Remercier. Parce que même dans la critique la plus injuste, il y a une opportunité d'entraîner la patience, de renforcer le caractère et d'apprendre quelque chose de précieux.
Sénèque le disait clairement, l'homme sage tire profit même de l'ennemi, car tout ce qui lui arrive devient matière à sa croissance. Remercier ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'on vous dit. Cela signifie reconnaître que chaque mot, juste ou injuste, peut être utilisé à votre avantage si vous choisissez de l'interpréter intelligemment. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique directement. Au travail, lorsqu'un client vous lance une critique dure, au lieu de répondre avec malaise, vous pouvez dire « Merci de l'avoir souligné, je vais le revoir et l'améliorer ». Cette réponse non seulement diminue la tension, mais transforme également la perception que l'autre a de vous, car au lieu de paraître faible, vous projetez maturité et confiance. Dans la famille, lorsque quelqu'un vous reproche une erreur avec des mots durs, vous pouvez répondre « Je te remercie de me l'avoir dit, je le prendrai en compte ». Ce simple geste désarme la confrontation, car l'autre s'attendait à de la résistance, pas à de l'ouverture. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir la critique comme un miroir. Demandez-vous toujours quelle partie de ce que vous entendez a une part de vérité, même minime. Peut-être que la forme était injuste, mais le fond peut révéler un point aveugle que vous n'aviez pas remarqué. Cette attitude transforme chaque critique en un maître silencieux. Même lorsque la critique n'a pas de fondement, vous pouvez la remercier, car elle vous donne l'opportunité de démontrer votre maîtrise de soi et votre dignité. Remercier ne vous affaiblit pas, cela vous élève, car personne ne s'attend à de la gratitude face à l'attaque. Marc Aurèle a écrit que nous devons recevoir tout ce qui nous arrive comme faisant partie de l'entraînement de l'âme. Chaque critique, aussi inconfortable soit-elle, fait partie de cet entraînement. Adopter cette perspective vous place au-dessus du bruit, car au lieu de réagir comme tout le monde, vous choisissez de voir ce que les autres ne voient pas, une opportunité cachée. Une autre façon d'appliquer ce principe est de répondre avec gratitude, même dans les environnements les plus hostiles. Imaginez une réunion où quelqu'un cherche à ridiculiser votre travail. Au lieu de tomber dans la provocation, vous pouvez répondre « Merci pour ton commentaire, cela m'aide à le voir sous un autre angle ». Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de maîtrise de soi. Remercier la critique n'est pas se soumettre, c'est se maîtriser. C'est démontrer qu'aucun mot ne peut vous arracher la tranquillité ni la confiance que vous avez en vous-même. Ce type de réponse transforme le négatif en ressource positive, l'hostilité en entraînement et la dureté en élan pour grandir. La prochaine fois que vous recevrez une critique, ne la portez pas comme un poids. Recevez-la comme une pierre que vous pouvez placer sur votre chemin pour vous élever un peu plus haut. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans l'offense et celui qui transforme la dureté en grandeur. 6. Fais du silence ta stratégie. Le silence est comme une lame cachée, invisible à l'œil nu, mais capable de couper plus profondément que n'importe quel mot. Au milieu d'une confrontation, le silence n'est pas une absence, c'est une présence multipliée. Alors que l'autre s'épuise en élevant la voix et en lançant des attaques, tu choisis de ne pas donner ton énergie et à cet instant, ton silence pèse plus que n'importe quelle réponse impulsive. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le terrain. L'instinct commun est de remplir chaque espace avec des mots, de se défendre, de justifier, d'attaquer en retour. Mais ce qui révèle un véritable pouvoir est la capacité de s'arrêter, de garder son calme lorsque tout le monde attend du bruit. Les stoïciens valorisaient le silence parce qu'ils comprenaient que parler sans réfléchir est de l'esclavage et se taire intelligemment est de la liberté. Sénèque affirmait qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chaque provocation et que la prudence se mesure plus par ce que tu choisis de taire que par ce que tu choisis de dire. En pratique, utiliser le silence comme stratégie est plus puissant qu'il n'y paraît. Imagine une discussion au travail où un collègue perd son sang-froid et commence à élever le ton. Si tu réponds de la même manière, la réunion se transforme en champ de bataille, mais si tu gardes le silence et maintiens un regard ferme, tu obtiens deux choses. Tu ne nourris pas le feu et tu forces l'autre à se sentir mal à l'aise avec son propre débordement. Dans une situation sociale, si quelqu'un te lance une blague offensante et que tu décides de ne pas réagir,
L'attaque s'évapore parce qu'elle cherchait ta réaction. Sans réponse, la provocation meurt seule. Le conseil pratique est d'apprendre à faire la différence entre se taire par peur et se taire par stratégie. Le silence lâche est celui qui naît de ne pas savoir se défendre, mais le silence fort est celui que tu choisis quand tu sais qu'aucun mot n'est nécessaire. Pour l'appliquer, avant de répondre à une confrontation, demande-toi si tes mots vont résoudre le problème ou simplement le prolonger. Si tu découvres qu'ils ne vont rien construire, ta meilleure réponse est de ne pas en donner. Marc Aurèle conseillait que l'âme tranquille n'a pas besoin de fanfaronnade ni de défense constante, car elle se soutient en elle-même. Ce principe s'accorde avec la pratique du silence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu sais déjà qui tu es. Se taire au bon moment n'est pas se rendre, c'est montrer que tu n'es pas prêt à céder ta paix intérieure pour une dispute vide. Une autre façon d'utiliser le silence est de l'accompagner de gestes fermes. Garder une posture droite, un regard fixe et un visage serein amplifie l'impact de ton silence. L'autre personne perçoit que tu ne réagis pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas, et cette différence change complètement la dynamique. Le silence devient un mur solide qui arrête l'agression sans que tu aies à lever le petit doigt. Dans les conflits familiaux ou de voisinage, lorsque l'autre partie cherche à t'entraîner dans une bagarre sans fin, le silence est un rappel que tout ne mérite pas une réponse. Tu peux choisir le moment de parler plus tard, lorsque les eaux seront plus calmes et que la raison pourra l'emporter sur l'émotion. Ce contrôle du temps est un autre aspect du silence, car ce n'est pas seulement se taire, c'est aussi décider quand parler avec impact. Faire du silence ta stratégie, c'est comprendre que toutes les batailles ne se gagnent pas avec du bruit. Certaines se gagnent avec le calme de celui qui sait attendre, de celui qui ne se laisse pas entraîner, de celui qui montre que son caractère est plus fort que n'importe quelle provocation. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'allumer ton feu, souviens-toi que parfois le coup le plus fort n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu décides de ne pas dire. 7. Préserve ta dignité toujours. La dignité ressemble à une armure invisible. Elle ne brille pas à la vue, ni ne fait de bruit, mais elle te protège des coups les plus durs. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots chargés de venin, la réaction la plus facile est de retirer cette armure et de répondre avec la même fureur. Mais en le faisant, tu t'exposes et tu te mets au niveau de celui qui essaie de te traîner. La dignité n'est pas de la fierté vide, c'est la fermeté de rester intègre même lorsque d'autres cherchent à te salir. Perdre sa dignité dans une confrontation est comme donner les clés de ta maison à l'ennemi. Tu laisses entrer le chaos et tu renonces au pouvoir que tu avais sur toi-même. Marc Aurèle rappelait que ce qui blesse vraiment l'homme n'est pas ce qu'on lui dit, mais ce qu'il choisit de devenir après l'avoir entendu. Cette leçon montre que la dignité est une décision quotidienne. Elle se conserve chaque fois que tu choisis de ne pas réagir comme les autres s'y attendent. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste clairement. Imagine une réunion où quelqu'un te ridiculise devant l'équipe. Si tu réponds par des insultes, tu obtiendras peut-être un moment de soulagement, mais tu perdras la crédibilité que tu as tant travaillé à construire. En revanche, si tu réponds avec sérénité, sans élever la voix et en maintenant ta position ferme, l'attention se déplacera de l'attaque vers ta capacité de contrôle. Cette maîtrise ne désarme pas seulement ton agresseur, elle élève aussi la perception que les autres ont de toi. Le conseil pratique est d'établir un principe inébranlable. Ne laisse jamais l'émotion du moment te faire trahir ton caractère. Avant de répondre à une provocation, réfléchis si tes paroles ou actions maintiendront ta dignité intacte ou si tu regretteras plus tard d'être descendu au niveau de l'autre. Ce filtre mental devient un bouclier, car il te rappelle que le respect le plus précieux est celui que tu as pour toi-même. Sénèque écrivait que la colère nous fait toujours dire des choses que nous souhaiterions ensuite ne pas avoir dites. Cette phrase est un avertissement clair. Lorsque tu perds ta dignité au milieu d'une discussion, le dommage n'est pas seulement subi par la relation avec l'autre, tu le subis en détruisant ta propre image.
Préserver la dignité signifie parler fermement sans tomber dans la vulgarité, défendre tes idées sans avoir besoin d'humilier, te retirer d'un conflit lorsque tu comprends que continuer à discuter ne fait que consommer ton énergie. Dans le cadre familial ou social, préserver la dignité implique également de fixer des limites. Si quelqu'un insiste pour utiliser des mots offensants ou pour te manipuler avec du sarcasme, ta réponse digne peut être de te retirer de la conversation plutôt que de continuer à l'alimenter. Cette sortie n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration que tu valorises ta paix plus qu'une victoire inutile. La dignité se mesure dans ces petites décisions qui, accumulées, définissent qui tu es. Une autre façon pratique de s'entraîner à cette attitude est de visualiser chaque confrontation comme une scène observée par des tiers. Demande-toi, quelle impression veux-tu laisser si d'autres te voient répondre de cette façon? Si tu agis avec dignité, même tes critiques devront reconnaître ton contrôle, car il n'y a pas d'arme plus forte que la cohérence entre ce que tu dis et comment tu le soutiens. Préserver ta dignité toujours signifie que peu importe la force de la provocation, tu ne cèdes pas le contrôle de ton essence. La dignité est cette armure que personne ne peut t'arracher, sauf si tu décides de la retirer. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te salir avec des mots, rappelle-toi que le véritable triomphe n'est pas de vaincre l'autre, c'est de sortir de la confrontation sans avoir trahi ton propre respect. C'est la victoire silencieuse qui distingue le fort du faible. 8. Transforme le conflit en respect. Le conflit ressemble à une étincelle dans l'obscurité, petite au début, mais capable d'allumer un incendie si elle n'est pas contrôlée. Beaucoup réagissent en ajoutant plus d'essence. Ils se disputent, crient et finissent par perdre plus qu'ils n'avaient gagné. Mais il existe une autre option. Utiliser cette étincelle pour allumer une lampe, pour éclairer un espace où il n'y avait auparavant que des ombres. Transformer le conflit en respect, c'est précisément cela, prendre une situation hostile et la transformer en une scène de croissance et de reconnaissance mutuelle. L'erreur commune dans toute confrontation est de croire qu'il s'agit de vaincre l'autre, de l'écraser pour démontrer sa puissance. Cette mentalité est celle qui transforme les disputes en guerres personnelles qui laissent des cicatrices profondes. Le stoïcien, en revanche, comprend que chaque conflit est une occasion de montrer sa maîtrise de soi et, ce faisant, d'inspirer le respect. Épictète rappelait que personne n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas, et c'est la base pour changer le cours de toute confrontation. En pratique, cela signifie changer l'objectif. N'entrez pas dans une discussion en pensant à détruire l'autre. Entrez en pensant à sortir renforcé en dignité et en sérénité. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un vous attaque pour votre travail, au lieu de riposter, vous pouvez répondre avec des faits et garder votre calme. Cette attitude montre clairement que vous n'avez pas besoin de crier pour vous défendre, car votre sécurité se tient seule. Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de force qui inspire le respect même chez ceux qui ne sont pas de votre côté. Le conseil pratique est d'apprendre à rediriger l'énergie de la confrontation vers la coopération. Si quelqu'un se plaint avec dureté, demandez-lui « Quelle solution proposes-tu » De cette façon, vous passez de la plainte à la construction, et même si l'autre ne répond pas toujours avec maturité, vous aurez montré du leadership. Dans les environnements familiaux, si un conflit s'intensifie, vous pouvez fixer une limite en disant calmement « Nous pouvons parler de cela, mais sans nous manquer de respect ». Marc Aurèle écrivait que l'important n'est pas ce que font les autres, mais ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. En appliquant cette vision, vous cessez de voir l'autre comme un ennemi et vous le voyez comme un miroir qui vous montre votre capacité de contrôle de soi. Chaque conflit devient un test, et chaque test réussi devient une opportunité de grandir en caractère. Cette croissance, tôt ou tard, fait que même vos adversaires vous respectent, parce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas facile à briser. Une autre stratégie pour transformer le conflit en respect est de répondre avec cohérence, en gardant le même ton, le même calme et la même clarté du début à la fin. Le respect ne se gagne pas avec un moment de brillance,
mais avec la constance de celui qui agit de la même manière dans chaque situation. Lorsque les autres remarquent que vous ne vous agitez pas, que vous ne tombez pas dans les insultes et que vous privilégiez toujours la sérénité, ils commencent à vous voir comme quelqu'un de solide, quelqu'un dont la présence n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle parle d'elle-même. Le conflit n'a pas besoin d'être un champ de bataille, il peut devenir une scène où vous montrez qui vous êtes vraiment. Chaque mot hostile que vous recevez est une invitation à choisir entre deux chemins, réagir comme n'importe qui ou répondre comme quelqu'un qui maîtrise son esprit. Transformer le conflit en respect est l'art de prendre ce que les autres utilisent pour vous rabaisser et de le transformer en la preuve qui vous élève. Le bruit a détruit plus de rêves que l'échec. Chaque fois que tu révèles ce qui n'est pas encore prêt, tu ouvres la porte à des mains qui ne devraient pas le toucher. Pense au fer qui, lorsqu'il est trop exposé à l'air, rouille, non pas par faiblesse, mais par une exposition constante. Il en va de même pour les mots. Lorsqu'ils sont lancés prématurément, ils commencent à user ce qui était fort, en silence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les grandes rivières coulent calmement, parce qu'elles gardent leur force sous la surface. Seuls les ruisseaux bruyants font du bruit en descendant. Les objectifs et les plans ressemblent à ces rivières. S'ils ont vraiment du pouvoir, ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils avancent simplement. Mais quand tu parles trop, tu transformes ta rivière en un ruisseau bruyant. Tu attires l'attention de regards qui n'ajoutent rien. Tu suscites l'envie, tu ouvres des fissures pour les critiques et tu uses l'essence de ce qui est à peine en train de grandir. Celui qui sait se taire comprend que le silence n'est ni vide ni faiblesse, c'est une stratégie. Les mots que tu ne dis pas protègent ce que tu aimes construire. Ce que tu gardes aujourd'hui en toi n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Si tu t'es demandé pourquoi parfois les projets stagnent ou s'effondrent sans raison apparente, regarde combien tu as parlé d'eux avant qu'ils n'aient des racines. Peut-être que ce n'était ni le destin ni la malchance, mais le bruit. Parler moins et agir plus n'est pas une suggestion romantique, c'est une nécessité pour quiconque veut voir des résultats réels. 1. Le pouvoir de se taire jusqu'à ce que ce soit réel. Le feu qui s'éteint le plus rapidement n'est pas toujours celui qui manque de combustible, mais celui qui est exposé au vent alors qu'il commence à peine à naître. Il en va de même pour les idées et les rêves. À leur stade le plus fragile, un simple commentaire d'autrui, un regard incrédule ou un conseil mal donné suffisent à les affaiblir. C'est pourquoi se taire jusqu'à ce que ce soit réel n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est donner à ce qui compte l'espace pour devenir fort loin du bruit et des mains qui ne comprennent pas sa valeur. Dans la Chine ancienne, on racontait l'histoire d'un jeune constructeur qui rêvait de construire un pont capable de relier deux villages séparés par une rivière tumultueuse. Chaque nuit, il travaillait en silence, dessinant des plans, choisissant des pierres, observant le cours de la rivière. Mais un jour, excité par ses progrès, il commença à raconter aux autres ce qu'il prévoyait de faire. Certains se moquaient, d'autres disaient que c'était impossible, et d'autres encore lui donnaient des conseils contradictoires. Peu à peu, le jeune homme a cessé de faire confiance à ses propres calculs et a commencé à essayer de plaire aux opinions des autres. Le pont n'a jamais été terminé, non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il a laissé le bruit entrer dans son processus. La leçon était claire, certaines choses ne grandissent que lorsqu'elles sont protégées du jugement prématuré. Le silence est ce refuge qui empêche ce qui est immature de se briser par la curiosité d'autrui. Lorsque vous décidez de vous taire jusqu'à ce que quelque chose devienne réel, vous érigez un mur invisible qui ne laisse pas passer la critique ni l'envie, mais qui ne permet pas non plus à l'ego de se nourrir de compliments prématurés. Souvent nous parlons pour nous sentir validés, pour que les autres reconnaissent notre effort, mais cette validation ne donne pas de force. Au contraire, elle vole l'élan que vous devriez investir dans le travail continu. Se taire jusqu'à ce que ce soit réel est aussi un exercice d'humilité et de discipline. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque pas que vous faites, ni de chercher une approbation constante. Ce qui doit parler pour vous, c'est le résultat, pas les promesses.
Dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il fait avant de le terminer, apprendre à garder le silence est un acte de rébellion et de pouvoir. C'est choisir la patience plutôt que la précipitation, la consistance plutôt que l'apparence. Si vous observez les réalisations les plus solides de votre vie, vous remarquerez qu'elles ont grandi en silence. Vous n'avez pas tout partagé, vous n'avez pas cherché à être applaudi en cours de route. Vous avez gardé l'essentiel pour vous et l'avez laissé mûrir. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une erreur a probablement été exposé trop tôt et est devenu faible face à l'opinion des autres. Les mots sont comme l'air. Une fois lâchés, il n'y a pas moyen de les reprendre. Et chaque mot ouvre une porte à l'interprétation d'autrui qui peut devenir un obstacle. Pratiquer le silence jusqu'à ce que ce soit réel signifie apprendre à reconnaître ce qui mérite d'être partagé et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de vivre caché ni de se méfier de tout le monde, mais de respecter le processus de ce qui est encore en formation. C'est comme protéger un feu au milieu de la tempête. Vous le couvrez avec vos mains, vous ne le montrez pas au vent. Il y aura ceux qui voudront donner leur avis, ceux qui exigeront de savoir ce que vous faites, ceux qui confondront votre silence avec de la faiblesse. Mais vous ne devez pas oublier que le silence est aussi un langage qui dit « je suis occupé à construire ». Ce que vous taisez n'est pas un secret, c'est un pacte avec vous-même pour ne pas donner votre énergie à des voix externes qui ne comprennent pas votre but. Parler moins, c'est garder de la force. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de votre travail. 2. Protège tes plans comme un trésor. Une coffre vide n'éveille pas d'intérêt, mais un coffre plein d'or attire les regards, les questions et même les mains qui tentent de l'ouvrir. Tes plans sont ce trésor en construction, et chaque fois que tu en parles prématurément, tu laisses les autres voir l'éclat qui n'est pas encore prêt à être montré. Les protéger ne signifie pas te cacher du monde. Cela signifie prendre soin de ce qui a de la valeur pour qu'il ne s'affaiblisse pas ou ne se perde pas par négligence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les commerçants les plus sages ne montraient pas tout ce qu'ils avaient sur le marché. Ils gardaient le meilleur pour le moment précis, parce qu'ils savaient que l'anticipation faisait partie de leur richesse. Tes plans nécessitent le même soin. Si tu les partages avec n'importe qui, tu leur retires de la force et tu les exposes à des opinions qui peuvent semer le doute. Tous ceux qui entendent tes objectifs ne veulent pas te voir réussir. Certains critiqueront parce qu'ils ne comprennent pas, d'autres envieront parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et quelques-uns essaieront de te décourager pour que tu ne progresses pas. Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ce qui est encore en train de naître. Pour protéger tes plans comme un trésor, la première chose est d'apprendre à identifier avec qui tu partages tes intentions. Demande-toi, cette personne apporte-t-elle quelque chose, me guide-t-elle, me motive-t-elle ou satisfait-elle simplement sa curiosité? Si la réponse n'est pas claire, garde le silence. Tes plans ne sont ni un spectacle, ni un secret honteux, ils sont quelque chose de sacré qui doit être protégé jusqu'à ce qu'il puisse se défendre par lui-même. Le deuxième conseil est de limiter les mots que tu utilises pour décrire ce que tu fais. Parfois, tu n'as pas besoin d'une longue explication ni de justifier chaque étape. Dire « je travaille sur quelque chose d'important » suffit. Cela ne protège pas seulement ton énergie, cela évite aussi que les gens te pressent avec des questions ou émettent des jugements prématurés. Plus tu expliques peu, moins il y a de chances que quelqu'un essaie de détourner ton attention. Le troisième conseil est de fixer des limites claires dans les conversations. Il y aura ceux qui insisteront pour en savoir plus que nécessaire, mais tu n'es pas obligé de donner des détails. Apprendre à dire « je préfère ne pas en parler pour l'instant » est une façon de prendre soin de ta tranquillité d'esprit. Une limite n'est pas de la grossièreté, c'est de l'auto-soin. Un autre point essentiel est de créer un espace physique et mental où seul toi as accès à tes idées. Cela peut être un cahier, un journal numérique ou une simple libreta que tu utilises uniquement pour noter tes objectifs et stratégies. En l'écrivant pour toi, tu renforces ton engagement interne sans dépendre de la validation externe.
De plus, tu réduis la tentation de le partager avec n'importe qui. Le silence doit également être accompagné d'action. Il ne sert à rien de garder les plans si tu ne travailles pas dessus avec constance. Protège ton temps et ton énergie comme tu protèges tes idées. Établis des horaires pour avancer dans ce que tu cherches et évite que les distractions te volent l'élan. Cela rend l'acte de protection tangible. Tu ne fermes pas seulement la bouche, tu fermes également la porte à ce qui interfère avec ton progrès. Enfin, rappelle-toi qu'un trésor n'a pas besoin d'être annoncé pour avoir de la valeur. Ton objectif ne devient pas plus grand en étant raconté, il devient plus fort grâce à l'effort que tu y consacres. Si tu apprends à prendre soin de tes plans comme tu prendrais soin d'un bien précieux, tu éviteras que les opinions des autres les érodent. Les plans protégés mûrissent mieux, grandissent avec moins de pression et se présentent au monde quand ils sont déjà solides, pas quand ils sont encore fragiles. 3. Parle seulement quand c'est nécessaire. Le tranchant d'une épée s'use plus vite lorsqu'il est utilisé sans raison. Chaque fois que tu la brandis sans nécessité, elle perd une partie de sa force. Il en va de même pour les mots. Plus tu les utilises pour des choses sans importance, moins ils ont d'impact quand cela compte vraiment. Apprendre à parler seulement quand c'est nécessaire n'est pas se taire par timidité. C'est conserver le tranchant de ta voix pour les moments qui méritent d'être coupés avec précision. Dans la vie quotidienne, l'impulsion de parler peut être traître. Nous voulons donner notre avis sur tout, expliquer trop, justifier nos décisions, voire remplir les silences gênants avec des mots vides. Mais chaque phrase que tu lâches sans nécessité consomme de l'énergie et, pire encore, te rend vulnérable aux interprétations des autres. Lorsque tu parles inutilement, tu livres des morceaux de toi que d'autres peuvent utiliser pour te juger, te critiquer ou te distraire de ton objectif. Parler moins, c'est apprendre à choisir les batailles qui en valent la peine. Pour le pratiquer, le premier conseil est d'apprendre à reconnaître l'intention derrière chaque mot que tu vas dire. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose à la situation, résout un problème ou cherche simplement à remplir l'espace? Si cela n'a aucune fonction claire, garde-le. Au début, cela coûtera parce que nous sommes habitués à réagir, mais avec la pratique, tu découvriras que le silence est plus puissant qu'il n'y paraît. Le deuxième conseil est de stopper le besoin d'expliquer tout. Tu n'as pas toujours besoin de justifier tes actions, ni de convaincre tout le monde que tes raisons sont valables. Parfois, il suffit de dire ce qui est juste. Je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Ou je préfère garder mon opinion. Parler avec peu de mots mais ferme te fait paraître plus déterminé et sûr de toi. Les gens respectent davantage celui qui ne se perd pas en explications. Un autre aspect essentiel est d'éviter l'habitude de répondre par impulsion. Lorsque quelqu'un te provoque ou cherche à t'entraîner dans une discussion, le silence peut être ta meilleure défense. Chaque réponse inutile est comme donner du bois à brûler au feu du conflit. Pratique la pause avant de répondre, respire et considère si cela vaut vraiment la peine de répondre ou si le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Il est également important de limiter les conversations qui tournent autour des ragots ou des plaintes. Ce sont des mots qui ne construisent rien et qui finissent par drainer l'énergie. En choisissant de ne pas y participer, tu ne prends pas seulement soin de ta paix intérieure, tu montres aussi que ta voix ne se prête pas à alimenter le bruit. Ton temps et ton énergie